Bien, bonsoir à toutes et à tous. À la fois, vous toutes et vous tous qui êtes présents ici au village Baïséa ce soir. Donc, on a des étudiants de tous les sites ICAM en France, globalement engagés dans l'entrepreneuriat. Vous avez compris que c'est le thème qui allait nous réunir ce soir, et en particulier dans les juniors entreprises de nos sites. On a un certain nombre d'entrepreneurs ICAM faisant partie du club des entrepreneurs ICAM qu'on a initié il y a maintenant 3 ans, je crois. Et puis un certain nombre de collaborateurs ICAM, et en particulier la plupart des directeurs de sites, et puis un certain nombre d'invités proches de l'ICAM que je salue. Et puis l'événement est retransmis sur tous les sites ICAM en France, pratiquement tous les sites ICAM en France. Et donc je salue à distance nos amis à Lille, nos amis à Vannes, à Nantes, à La Roche-sur-Yon et à Toulouse. Voilà, où il y a des salles là aussi constituées et qui vont suivre cet événement avec des élèves intéressés par le sujet de l'entrepreneuriat. On va y revenir tout au long de la soirée. Et puis aussi des collaborateurs, des entrepreneurs ICAM et des amis. Voilà. Merci particulièrement à Octave Clabat qui nous consacre un petit peu de son temps d'une vie que j'imagine bien chargée. Il se présentera tout à l'heure et il est venu pour témoigner de sa grande et riche expérience de création d'entreprise et de développement d'entreprise au VH, et il vous en parlera tout à l'heure. Merci à lui. Ceux qui me connaissent un petit peu peuvent imaginer combien je suis heureux entrepreneur moi-même, puisque à peine sorti de l'ICAM de Lille, j'ai créé une entreprise de services, voilà, dans le domaine de l'ingénierie et des études et du conseil. Et puis j'ai quitté cette entreprise pour rejoindre ce beau projet de l'ICAM en 2000. Et du coup, l'entrepreneur que j'ai été, l'intrapreneur que je suis aujourd'hui, je pense au sein de cette belle maison qu'est l'ICAM, me donne cette grande joie de vous accueillir ce soir sur ce thème qui nous rassemble, qui est l'entrepreneuriat. Juste un petit mot, et après je laisserai la parole à François Bouvard, le président du groupe ICAM, qui vous parlera de l'ambition de l'ICAM, en particulier de son ambition au sujet de l'entrepreneuriat. Juste un petit mot pour vous dire, je pense que vous êtes tous au courant, mais que les bureaux où, sur ma carte de visite, j'y suis pas très souvent, je suis censé être, et un centre de collaborateurs directs, et les alumni de l'ICAM ont quitté la rue de la Bienfaisance en janvier pour rejoindre ce lieu, le village Baïséa. Et avant de donner la parole à François Bouvard, le maire du village nous dira un petit mot, Fabrice, et c'est à lui que je vais laisser la parole dans quelques minutes, dans quelques instants. Donc on est arrivé dans le cadre d'un partenariat avec le village Baïséa, courant janvier ici. Et donc notre environnement, mon environnement quand je passe à Paris, l'environnement des collaborateurs directs, ils sont 5-6 à travailler sur place, l'environnement des collaborateurs, des alumni et tous ceux qui passent, et ils sont nombreux dans ce lieu, sont maintenant exposés à cette ambiance des startups et à cette ambiance de l'entrepreneuriat qui nous amène à un gros changement sur les façons de faire, les façons d'être, les façons de fonctionner. Et ça exprime c'est aussi très symbolique de l'ambition que nous avons et dont François vous parlera tout à l'heure pour l'ICAM dans les années à venir. Voilà, donc nous sommes très heureux d'être dans ce lieu depuis maintenant 4-5 mois déjà, le temps passe vite. Et du coup, je vais laisser à Fabrice le soin de vous présenter ce lieu. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à ceux qui nous suivent à distance. Juste un petit support, mais qui vous permettra de visiter le village sans avoir à vous déplacer. Hop, si ça veut bien fonctionner, ça arrive tout de suite. Voilà. Donc je suis Fabrice Marcellin, je dirige le village Baïséa Paris. Et effectivement, on m'appelle le maire du village. Ça s'affiche? Oui. Alors le village, c'est quoi? Le village, c'est un endroit extraordinaire qui vise à faire en sorte de faire le trait d'union entre, d'une part, des startups à la recherche de références, à la recherche de partenariats, à la recherche de business, et des grands groupes à la recherche d'agilité, d'inspiration, de partenariats possibles, d'une autre manière de travailler. Et le village, c'est parler à la fois à ces startups et à ces grands groupes. Le village,
vise à raccourcir le délai de décision des grands groupes, tel que celui du Crédit Agricole qui en est à l'initiative, et de faire en sorte que ce cycle de décision des grands groupes, en moyenne il nous faut à peu près 2 ans pour se décider, soit compatible avec le cycle de vie d'une start-up, qui elle a à peu près 2 ans pour se développer. Donc un sacré challenge que l'on a, et pour ça, le village est actuellement situé en plein cœur du quartier central des affaires de Paris. On parle que de business et d'innovation ici. 4600 mètres carrés pour faire ce projet. Mais ce projet n'a pas de sens sans les femmes et les hommes qui aujourd'hui y habitent. On appelle ça des habitants. Et vous avez ici une pépinière d'entreprises qui accueille des startups qui ont entre 6 mois et 36 mois d'existence, sorties bien souvent de structures d'incubation telles que Euratechno, telles que sur Paris, une structure comme le NUMA, à un moment où la start-up, finalement, a pu tester son produit, a pu tester son service, sans pour autant avoir commencé à le mettre en marché, sans pour autant avoir les premiers investisseurs. Et c'est le bon moment pour nous d'accueillir ces chefs d'entreprise qui vont être en mesure de dialoguer avec des 4 dirigeants de grands groupes, du Crédit Agricole et d'ailleurs. Alors, dans ce village, une start-up y reste 2 ans, sortie de la partie pépinière, puisqu'en bout de 2 ans, on ne souhaite pas en tout cas les garder dans la pépinière, on ne veut pas de tanguy ici. Néanmoins, on a créé énormément de liens avec chacune d'entre elles. On souhaite les conserver ici pour continuer l'aventure avec eux et continuer à construire avec eux. Donc on a une offre aussi adaptée pour ces startups sorties de pépinière. Je vais vous donner quelques exemples sur la partie pépinière. On n'est pas un incubateur à fintech. Tout le monde voit ce qu'est une fintech, on est d'accord? Ouais. Un des startups tech dans le monde de la finance, bien qu'on soit une initiative du Crédit Agricole. On a fait le choix de s'ouvrir à des gens qui ne nous ressemblent pas. Alors déjà, de s'allier avec des startups, quand on est un grand groupe, ce n'est pas des gens qui nous ressemblent, ça c'est certain. Mais en plus, on a souhaité s'ouvrir à des secteurs qui n'étaient pas les nôtres. On croit très fort au principe du hasard actif. Alors c'est quoi le hasard actif? C'est exactement ce qu'on vit au village. J'imagine que vous êtes très content d'être venu au village. Vous ne savez pas trop ce que vous allez y trouver, mais ce dont je suis certain, c'est que vous allez sortir de là inspiré. Et c'est exactement ça. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer de gens qui ne nous ressemblent pas, d'avoir des synergies possibles, de créer des ponts là où on n'aurait pas imaginé ces ponts. Alors je vais vous donner quelques exemples pour bien comprendre mes propos. J'ai une start-up au village qui s'appelle Data in Data. Data in Data est dans le monde du big data. Est-ce que tout le monde sait ce que le big data? Il faut réchauffer un peu la salle. Est-ce que tout le monde sait ce que le big data? Oui. Alors moi aussi, je disais ça avant de la connaître. Cette start-up, elle fait quoi? Elle identifie en temps réel tous les produits contrefaits de marques de luxe vendus sur les médias sociaux et sur le web. Ça s'appelle de l'intelligence artificielle, ça s'appelle du machine learning. Et vous voyez bien que cette start-up, a priori, est très loin du monde du Crédit Agricole. Pour autant, cette start-up, au travers des mises en relation qu'on a pu faire avec elle et les clients du Crédit Agricole, elle a aujourd'hui décroché de très gros contrats avec la plupart des acteurs du luxe. Donc ça, c'est intéressant pour nous dans la manière dont on gère nos propres relations avec nos clients, que d'avoir une start-up de ce type-là avec nous. Elle nous a permis de comprendre ce qu'était le big data, au-delà des belles slides que peuvent faire les consultants. Je le dis très facilement, j'étais consultant moi-même avant. Et en plus, cette start-up, elle se développe aujourd'hui dans les vins et spiritueux contrefaits. Ça tombe bien, on s'appelle quand même Crédit Agricole, et on a Crédit Agricole Grand Cru, qui peut avoir du sens, en tout cas pour cette start-up. Enfin, pour bien comprendre aussi ce qu'on peut faire en termes de synergie avec ce type de start-up, j'ai un partenaire qui s'appelle Sanofi. Eh bien, on a mis en relation cette start-up avec Sanofi, et cette start-up, désormais, est en train d'apprendre à sa machine à reconnaître des médicaments contrefaits. Et on ne le fait pas de la même manière que lorsqu'on détecte des produits Vuitton contrefaits. Vous-même, vous êtes en mesure de détecter des produits Vuitton contrefaits quand vous les achetez sur Internet, parce que ce n'est pas le réseau de distribution traditionnel, parce que le prix il est vraiment extrêmement bas. Il y a plein de signes, en tout cas, qui vous montrent que ce seront des produits contrefaits. Dans le monde du médicament, ce n'est pas le cas. Même si vous avez un prix discounté, pour autant, rien ne vous laisse paraître que c'est un produit, mais un médicament contrefait. Or, ça peut être souvent le cas, et vous prenez des risques à l'acheter. Donc on voit bien tout l'intérêt de cette start-up. Une autre start-up peut-être, et j'en terminerai là parce que j'en ai 90 ici et j'ai très peu de temps pour les partager avec vous, mais une start-up qui nous a permis aussi de grandir sur nos propres sujets. Pendant très longtemps, on a eu très peur de ces méchantes fintech qui venaient construire des services dans le monde de la banque. Donc on a fait ce projet aussi pour moins avoir peur d'elles et coopérer avec chacune d'entre elles. J'ai une start-up qui s'appelle Mimosa, qui fait du crowdfunding de projets d'agriculteurs. Il y a 3 ans, je ne pouvais même pas en parler. Pourquoi? Elle fait du crowdfunding de produits financiers. Donc un crowdfunding, c'est un produit financier concurrent des produits de la banque. Donc déjà, ça nous gênait un petit peu quand même. Et en plus, il avait la bonne idée de s'adresser à des agriculteurs. Il y a 8 agriculteurs sur 10 quand même clients du Crédit Agricole. Donc il avait toutes les bonnes raisons, lui, pour ne pas être accueilli au village. Pour autant, on a pris le parti de le faire.
Et grâce à elle, finalement, on a compris tout l'intérêt qu'on avait à travailler avec elle, à monter un partenariat, à avoir des offres co-brandées avec elle. Il y a aujourd'hui 6 caisses régionales du Crédit Agricole qui ont investi dans cette start-up. Donc pour vous dire à quel point le village est contributeur à une conduite du changement extrêmement forte dans un grand groupe comme le Crédit Agricole. Voilà, juste quelques chiffres. Ça, c'est la photo promo de cette année. En 3 ans, ce sont 1800 dossiers de candidature présentés au village. Sachez juste une chose, hein, quand on a pris ce projet, la première question qu'on m'a posée, c'est « Fabrice, t'es gentil avec ton truc, là, mais est-ce que rue La Boétie, vous allez réussir à tirer des startups ?» Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est dans l'imaginaire collectif, semble-t-il, une startup préférée dans un garage en banlieue, ce n'est pas le cas. Je vous assure qu'elles sont extrêmement contentes d'être ici. 150 startups accompagnées à date, dans tous les secteurs de nouveau. Plus de 120 millions d'euros levés au cours de ces 3 ans. L'une d'entre elles était la 3e plus grosse levée 2016, elle s'appelle Wind. Et c'est un partenaire du village qui a investi dans cette start-up. Ce qui me semble intéressant, surtout comme chiffre, c'est le nombre d'emplois créés depuis 3 ans sur le village parisien. C'est plus de 550 aujourd'hui réalisés. Les grands partenaires du village, hop, donc nous avons des ETI, des grands groupes, et vous êtes, l'ICAM est le premier partenaire école. J'en suis très fier, hein, c'est le premier partenaire école à rejoindre le village. C'est extrêmement précieux pour nous d'avoir une représentation aussi académique dans les travaux que nous faisons. C'est aussi extrêmement important pour nous, grâce à vous, de permettre à nos startups d'accéder à vos Fab Labs. C'est extrêmement important pour nous de pouvoir aussi intervenir comme ce soir par exemple, en tout cas auprès d'une population d'étudiants qui peuvent avoir du sens à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous ces grands groupes partagent les mêmes problématiques que le Crédit Agricole, cette nécessité de se transformer, cette nécessité d'être plus agile, cette nécessité aussi, pourquoi pas, de travailler sur l'intrapreneuriat en s'inspirant de la manière dont fonctionnent aujourd'hui les startups. Tous ces grands groupes ont rejoint le village et le pilotent avec nous. Le village, je fais juste un petit peu d'autopromo, il y a une radio au village qui parle d'entrepreneuriat et d'innovation. Elle est ouverte au plus grand nombre, elle donne la parole aux startups, elle donne la parole à des experts dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'espère que sorti de cette salle, j'aurai un pic d'audience. Vous avez l'adresse qui est là, je vous invite à la noter. Le village, ce sont 800 événements par an. Alors ça, c'est précieux aussi parce que quand je suis une startup et que je suis au village, tout se passe à domicile. Sachez une chose, c'est que lorsque vous inscrivez généralement un événement, vous êtes souvent content de vous y inscrire parce que le thème est intéressant, mais souvent, au dernier moment, vous avez toutes les bonnes raisons de vous dire bah non, je ne vais pas y aller, je suis fatigué, il pleut, le métro ne marche pas, ou j'ai autre chose à faire. Et bien là, l'avantage, c'est quand je suis une start-up, tout se passe ici. Quand je vais assister à un événement, je descends en chaussons. J'ai quasiment failli faire ça là. Je descends en chaussons, je participe à un événement, j'échange mes cartes de visite, et c'est autant de temps gagné pour moi qui a finalement peu de temps à passer ici pour me développer. Le village, c'est un lieu extraordinaire pour une start-up, pour assurer aussi un client, pour assurer un investisseur. On a beau avoir le plus beau produit au monde quand on est une start-up, c'est extrêmement compliqué de rassurer. Le village vise à rassurer. Alors, 800 événements dans l'année, c'est énormément de retombées presse aussi. Enfin, c'est une grosse mécanique qui fonctionne quasiment sans moi, en fait. Hein. C'est bien, c'est que chaque acteur, chaque partie prenante du village s'est approprié le village pour le faire fonctionner, pour le bien du collectif surtout. Voilà, pour faire fonctionner ça, c'est ouvert 24/24 sur 7/7. C'est une équipe extrêmement réduite, mais extrêmement proche de nos startups. Sachez une chose, on n'est pas ailleurs sur la place du village, c'est l'endroit que vous avez vu tout à l'heure là-haut. Et on est au plus proche de nos startups, là où les banquiers se plaignent de ne plus voir leurs clients dans les agences. Moi, je vous assure, on les voit tous les jours, nos startups. On partage avec chacune d'entre elles leurs joies et leurs peines, leurs succès et leurs échecs. On crée énormément de proximité avec chacune d'entre elles, ce qui nous permet d'avoir la confiance pour continuer à construire. Et le mot de la fin, j'aurai 2 mots de la fin. Celui-ci, c'est pour vous dire que des entrepreneurs, il y en a partout en France. Hein, vous le savez beaucoup mieux que moi, il n'y en a surtout pas qu'à Paris. Et on a de la chance, le Crédit Agricole est partout en France. Vous-même, vous êtes partout en France. Aujourd'hui, on a plus de 30 villages qui vont sortir de terre. D'ores et déjà, une quinzaine existent. À Euratechno, nous avons d'ores et déjà 500 mètres carrés à disposition des startups lilloises. Bientôt, nous aurons un village de 4600 mètres carrés qui est en cours de construction. En tout cas, c'est un immeuble existant qui est en cours de réhabilitation. Et sont aujourd'hui ouverts Bordeaux, Toulouse, Lille, alors Lille, on l'a dit, Lyon, donc une quinzaine de villages. D'ores et déjà, nous sommes présents partout dans le monde, et ça, c'est la force d'un grand groupe. Il n'y a pas que des inconvénients, et dans un grand groupe, il y a aussi plein d'avantages. Et grâce à notre banque d'investissement, on permet à chaque start-up française des villages de pouvoir se rendre n'importe où dans le monde. Voilà, en conclusion, avec ma carte village, quel que soit mon village d'origine, je peux me rendre n'importe où en France et n'importe où dans le monde. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre.
Bonjour à toutes et tous. François Bouvard, je suis donc le président du conseil d'administration du groupe ICAM, qui est en fait la structure qui chapeaute l'ensemble des entités de l'ICAM, qui sont nombreuses, puisque outre les 6 écoles en France, 2 écoles en Afrique, une école en Inde, ça aussi chapeaute, je dirais, la fondation Ferronvraud, reconnue d'utilité publique, l'association des alumni, les amis de l'ICAM. Alors, je me suis demandé si j'étais bien qualifié pour parler d'entrepreneuriat, puisque moi j'ai fait ma carrière principalement tout d'abord dans le groupe Schlumberger, dans la prospection pétrolière, et puis ensuite dans un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey, où j'ai travaillé principalement là aussi pour des grands groupes du CAC 40, et ensuite dans l'activité de conseil au gouvernement. Pourtant, j'ai eu une petite incursion dans l'entrepreneuriat, puisque dans la folle période des années 2000, certains ici s'en souviendront, d'autres pas du tout, j'ai eu le privilège, en fait, pour quelques compagnies aériennes européennes, de créer une entreprise qui vit toujours, qui s'appelle Opodo, donc le voyagiste en ligne. Donc, c'était ma première incursion dans un entrepreneuriat, mais certes avec un filet de sécurité qui était quand même assez fort, avec des actionnaires assez incroyables. Et puis, je suis maintenant plus impliqué, maintenant que j'ai quitté McKinsey, dans l'entrepreneuriat, puisque je suis administrateur de sociétés en forte croissance, et c'est un sujet effectivement qui me passionne. Alors, quelques mots sur l'entrepreneuriat et l'ICAM. C'est pas forcément deux mots qu'on associe immédiatement, et pourtant, puisque en fait sur les quelques 12 000 alumni, on a recensé environ 500 entrepreneurs ayant fait vraiment une carrière dans l'entrepreneuriat, et ce chiffre est en forte accélération. Et lorsque j'ai pris, avant de prendre la présidence, il y a à peu près 2 ans maintenant, du groupe ICAM, nous sommes réunis avec Jean-Michel, avec quelques-uns, Philippe était là aussi, Jean-Luc Soufflet, qui était mon prédécesseur comme président du groupe ICAM, et lui-même entrepreneur, en essayant de faire un peu un bilan, et moi j'en ai profité pour faire le tour de l'ensemble des sites ICAM, de faire un peu un bilan de où en était l'ICAM. Et on avait eu au cours des 2 ou 3 décennies qui ont précédé un développement incroyable de l'ICAM, partant d'un seul site à Lille. Et Guy Carpier, qui est ici, a été l'artisan en fait du début du développement de l'ICAM. Un développement tout d'abord en France, avec aujourd'hui 6 sites en France, mais aussi un développement à l'international, avec une volonté délibérée de nous développer, pas simplement comme les autres écoles d'ingénieurs en allant planter quelques drapeaux obligés sur la carte à Pékin, peut-être à New York ou peut-être sur la côte ouest américaine, mais avec une volonté délibérée aussi de nous positionner où sera la croissance de demain, et donc dans les pays émergents, avec donc une approche et une stratégie assez spécifique, sachant qu'effectivement, on poursuit ce développement à l'international. Je vais y revenir dans un instant. Donc le constat qu'on faisait, c'était une école et un institut, l'Institut catholique d'art et métiers, qui s'est vraiment développé de façon incroyable sur 20 ou 30 ans, en conservant des valeurs et des spécificités qui font la qualité en fait des étudiants qui sont formés. Et c'est ce que nous disent de façon très forte les entreprises qui recrutent des jeunes ingénieurs ICAM, à la fois un mélange en fait de maîtrise technique, mais aussi en fait de formation humaine, de formation au management, et là-dessus la pédagogie ignatienne venue des jésuites qui sont partenaires de l'institution depuis sa création, est bien entendu un vecteur fondamental dans ce domaine. Pourtant, au-delà de tous ces avantages, de toutes ces qualités, on a vu aussi que le monde évoluait très très vite, et que en fait les ingénieurs ICAM étaient reconnus pour être des participants très très efficaces au projet dans les entreprises, mais un retour qui nous était fait était de nous dire on les attend plus en leadership, à la fois en intrapreneur, c'est-à-dire pour des projets à l'intérieur de grandes entreprises, mais aussi on attend plus d'entrepreneurs. Il y en a qui ont une réussite tout à fait superbe, et on verra tout à l'heure le témoignage d'Octave, mais on a considéré que l'entrepreneuriat était un vecteur de développement important. L'entrepreneuriat, ça ne se décrète pas, mais ça se cultive au travers aussi de la pédagogie à laquelle on est exposé durant ses études, une pédagogie
sur lequel l'étudiant doit être de plus en plus actif et il doit être de plus en plus le propre acteur de sa formation. Il faut aussi, bien entendu, que le curriculum, que le cursus universitaire, mais aussi que les enseignants soient adaptés à ça. Donc un vecteur très très fort sur l'entrepreneuriat. On ne part pas de zéro, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites en matière d'entrepreneuriat à l'ICAM, mais une volonté très très forte d'accélérer sur ce domaine. Deuxième élément, puisque l'entrepreneuriat, on en verra le témoignage tout à l'heure, ne se conçoit plus au niveau local ou même au niveau national, mais quasiment directement au niveau international et global, une volonté d'internationalisation. Donc là, deux éléments sur la stratégie et l'ambition de l'ICAM. Le premier élément, c'est de continuer le développement de l'ICAM en développant de nouveaux instituts, là aussi sur une logique de stratégie de pays émergents. Donc il y a plusieurs projets qui sont à l'étude, à la fois en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud, et peut-être un jour aussi au-delà de l'Inde, en Asie. Donc on continue cette stratégie de développement, sachant que là-dessus, pour créer un institut dans un autre pays, systématiquement créé avec des partenaires locaux, bien entendu, c'est un projet qui dure 3 à 5 ans pour l'établir, puis ensuite, le temps que ça démarre, il faut de nouveau, je dirais, un cycle d'une promotion, c'est-à-dire de nouveau 5 ans. Donc ce sont des projets de très, très grande haleine, très longue haleine. Parallèlement, nous avons aussi notre stratégie en fait, de développement, de coopération avec des universités, de façon qui sont des coopérations plus ponctuelles pour des échanges d'étudiants, pour pouvoir permettre à nos étudiants d'aller faire une partie de leurs études dans d'autres universités, mais aussi de plus en plus une volonté de développer des accords de recherche en particulier avec ces partenaires. Donc toute ces stratégies est en train de se mettre en place et de continuer à se développer. Dernier élément que je veux mentionner dans l'ambition de l'ICAM, et qui est très cohérente à la fois avec la logique d'évolution de la pédagogie vers un rôle de plus en plus actif des étudiants et de mieux les préparer à l'entrepreneuriat, mais aussi sur le développement international, c'est l'ébauche en fait d'un troisième parcours. Donc on a le parcours d'ingénieur intégré, le parcours de formation d'ingénieur en apprentissage, là je parle que de l'enseignement supérieur, mais on est en train de travailler à la mise en place d'un troisième parcours qui aura comme caractéristique non pas d'être un parcours, je dirais, à la française en 2 années plus 3, mais un parcours plutôt à l'anglo-saxonne en 4 années, plus éventuellement 2 années, donc un système de bachelor complété de master, avec une logique aussi d'avoir un cursus international en s'appuyant sur les instituts qui sont à l'étranger. Donc vous voyez que l'ambition de l'ICAM continue à être très très forte. Nous nous inscrivons dans les pas et dans la trajectoire de ceux qui nous ont précédés pour développer l'ICAM, la faire rayonner, mais toujours dans le respect de ses valeurs. Respect de ses valeurs au niveau humain, respect de ses valeurs en termes de mixité sociale. Et donc, ce sont ces valeurs qui nous guident et qui nous animent dans cette ambition. Voilà, donc au-delà de ce que j'ai évoqué sur l'ambition de l'ICAM, il y a une démarche de soutien très très forte à l'entrepreneuriat. Philippe de Genlis a initié il y a 2 ans, je crois maintenant, aussi toute une démarche pour pouvoir permettre à des étudiants qui ont la vocation d'entrepreneur et qui se lancent de pouvoir présenter leurs projets. Et ça, on a eu une session début avril à Sénart qui était très très riche avec des présentations de nombreux projets. Et on voit que cette fibre entrepreneuriale de l'ICAM est en train de se développer très très fortement. Et la soirée de ce soir va en être de nouveau un témoignage. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, ce soir, donc, je suis Philippe de Genlis. Je représente l'association des ingénieurs ICAM. Et je suis très content de participer à cette soirée qui est dédiée à l'entrepreneuriat, qui est un sujet qui me passionne. Alors, j'avais envie de répondre à 2 questions. La première, les ICAM sont-ils des entrepreneurs? Et François en a un petit peu parlé. Pour ma part, la réponse est résolument oui. Oui, et la présence d'Octave ce soir en est à la parfaite illustration. Nous avons une licorne. Nous accueillons ce soir une licorne et nous sommes très heureux de pouvoir recevoir donc Octave ce soir.
autre illustration, l'association a créé le premier trophée en 2016, trophée de l'innovation et de la création d'entreprise. C'était une première et nous avons eu 19 candidats, des sujets très différents. On a recommencé cette année, donc c'était la deuxième édition du trophée, et nous avons eu 24 candidats, dont 5 du continent africain. Et tout à l'heure, peu de temps après, vous allez pouvoir écouter les pitchs des 3 lauréats de ce deuxième trophée ICAM. Et je peux vous annoncer une bonne nouvelle, il y aura un trophée ICAM en 2018. Et donc, je vous invite déjà à identifier tous ceux qui, à appeler tous ceux qui pourraient participer, à venir nous retrouver et à candidater. Alors, deuxième question, que peut apporter l'association aux entrepreneurs? Eh bien, c'est avant tout un réseau d'échanges et d'expérience de plus de 13 000 ingénieurs. Alors, pour entreprendre, il faut au départ une idée qui se transforme ensuite en projet. Mais aucun créateur de projet n'a jamais réussi seul. Et c'est en cela que l'Association des ingénieurs a toute sa force pour pouvoir offrir l'expérience de 13 500 ingénieurs qui sont en poste aujourd'hui. Et certains sont entrepreneurs, d'autres des experts. Et vous avez pu écouter la rencontre du 1er avril, à ICAM, Yann de Kermadec, qui nous a parlé de propriété intellectuelle. Mais il y en a plein d'autres. Et tous peuvent aider des créateurs ICAM à transformer leur idée en réussite. Et comme avait dit un de mes premiers patrons, « Better share the success than fail alone ». Je traduis, il vaut mieux réussir ensemble, partager le succès, qu'échouer tout seul. Alors, pour matérialiser cette orientation vers l'entrepreneuriat, le groupe ICAM a lancé en 2015 le club ICAM Entrepreneur, avec un objectif clair de créer une communauté d'entrepreneurs ICAM. Ce club réunissait à peu près une quarantaine de membres à fin 2016, et notre objectif, c'est d'atteindre une centaine d'entrepreneurs à la fin de cette année. Pourquoi? Pour avant tout créer une plateforme d'échange d'expériences. Et les conversations que j'ai eues juste avant que ne démarre cette séance me montrent toute l'importance justement de l'échange. Il y en a un qui cherche un moteur électrique et l'autre importe des moteurs électriques. C'est une parfaite illustration de ce que peut être une plateforme d'échange à travers justement ces 13 000 ingénieurs. Alors, aidez-nous à rassembler cette communauté. Si vous connaissez des entrepreneurs, invitez-les bien évidemment à rejoindre le club. En conclusion, je dirais que notre formation d'ingénieur généraliste et humaniste est un réel atout pour entreprendre. De plus, la communauté des 13 000 ingénieurs peut aider ses créateurs à réussir afin qu'ils créent de la valeur et donc des emplois. Donc, rejoignez l'association des ingénieurs ICAM, rejoignez le club ICAM Entrepreneur. Merci et bonne soirée. Alors, je vais vous présenter, donc, je pense, oui. Donc, je vous présente Guylain Lestienne, donc, qui est là. Guylain est lauréat du trophée ICAM 2017, pardon, pas encore 2018, 2017, dans la catégorie création d'entreprise. Voilà, donc Grégoire, la parole est à toi. Alors, je ne sais pas où est la présentation. Là. Alors. Merde. J'arrive pas. Je fais ça. Ouais, d'accord. Bonjour à tous. Merci au village de nous accueillir ce soir. Personnellement, je suis entrepreneur dans un garage en banlieue parisienne. Donc, pensez-vous que la mobilité électrique est la mobilité de demain? La réponse est évidemment oui. Il y a cependant des freins. Les 3 freins au développement de la mobilité électrique, enfin les 3 freins principaux, c'est le prix, l'autonomie de la batterie et l'accès à la recharge. Donc, bien que notre président, notre cher nouveau président, est inscrit noir sur blanc dans son programme la petite phrase qui est dite ici, eh bien, il va y avoir un certain nombre de freins, enfin de difficultés à lever pour réussir à atteindre cet objectif de plus aucun véhicule
thermique en 2040. Ma conviction, et c'est pour ça que j'ai créé Pink Mobility, c'est que le scooter, particulièrement le 2 roues, est un objet de mobilité qui ne subit pas ces 3 freins principaux dont je viens de parler. Donc, si on regarde la courbe des chiffres de vente annuelle de scooters, donc là je me suis focalisé sur le 50 cm3, c'est de l'ordre de 90 à 100 000 par an en France. Et donc, en rouge, vous avez la courbe du thermique. Notre conviction chez Pink, c'est que d'ici 20, 30, probablement une trentaine d'années, eh bien, il n'y aura plus de scooters thermiques qui seront vendus. Et donc, tout aura été remplacé par du verre, donc de l'électrique. On voit déjà, alors on en est au tout début, on n'en est qu'à 5%. L'an dernier, il y avait 5% du parc, enfin des ventes qui étaient électriques. On a bénéficié notamment, dans les chiffres qui sont marqués là, des petits triporteurs de la Poste que vous voyez fleurir partout et qui livrent les colis en livraison du dernier kilomètre. Mais il y a réellement une réalité d'inflexion de marché en ce moment. Et donc d'autres pays nous ont déjà ouvert la voie depuis une dizaine d'années et nous confortent dans cette conviction qu'on a que le marché sera bientôt à 100% électrique. Alors, qu'est-ce que Pink? Alors, c'est une petite société qui a été créée il y a 1 an et demi. Notre vocation, c'est de démocratiser l'usage des scooters électriques. Comment? En concevant des scooters accessibles à tous, donc ça veut dire pas trop cher, avec une autonomie raisonnable et dont l'accès à la charge soit ultra simple. Donc, on fait des scooters avec des batteries amovibles. C'est pas une grande innovation technologique, mais c'est ergonomiquement bien étudié. La batterie est légère, même une femme fluette peut la porter, et on peut brancher ça n'importe où, sur n'importe quelle prise domestique qu'on trouve chez soi, au bureau, ou au restaurant, ou chez des amis. Donc c'est vraiment le scooter électrique pour tous. Évidemment, rouler autrement, rouler sans pollution, rouler sans bruit, ça va nécessiter un changement de comportement. Les gens dans la rue vont devoir faire attention lorsqu'ils traversent, etc. Tout ça, ça va évoluer, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Et je vais passer à la suivante. Hop. Donc le marché aujourd'hui, quel est-il? Le marché de Pink, il est de pardon. Je vais éteindre ça, oui. Donc on a deux partenaires principaux, enfin deux vocations principales. La première, c'est le marché de la livraison, avec un scooter électrique de livraison avec un caisson derrière, et un autre scooter qui est plutôt un scooter connecté pour le libre service, enfin l'autopartage. Donc sur ce premier marché, on a évidemment des concurrents, mais globalement on a un partenariat avec le leader français de ce marché de la restauration livrée, qui fait de la location aux pizzerias, aux sushis, etc. pour voilà, livrer les clients. Ça s'appelle Scootlib. Sur le second marché, on est en plus en position de challenger avec un partenaire qui s'appelle Mober. Et effectivement, vous connaissez probablement, beaucoup connaissent parmi vous l'opérateur Cityscoot, qui fait un excellent service à Paris et qui va être challengé par un groupe énorme issu de Bosch qui s'appelle Coop à partir de l'été prochain. Donc notre stratégie, la concurrence à ce stade-là est très bonne, ça fait connaître le produit, ça le démystifie. Donc notre stratégie, c'est de continuer dans un premier temps sur le marché du B2B, réellement s'implanter. Il y a énormément de possibilités dans ce marché-là. Ensuite, aller vers le marché du B2C, il y a les primes de l'État qui vont nous aider aussi dans cette direction-là. Ensuite, le véhicule connecté. Donc la mobilité partagée, c'est très à la mode actuellement. Et il y a déjà des offres qui existent. On a déjà 5 de nos scooters qui sont actuellement en location dans Paris. Et enfin, ça c'est mon rêve, c'est le petit plus, dans quelques années, pouvoir développer un scooter 125 électrique. Et donc ça nécessitera évidemment de lever des fonds. Je suis désolé d'avoir été un peu trop long et je vous remercie pour votre attention.
Voilà, alors deuxième candidat dans la catégorie innovation. Donc j'accueille Grégoire Letissier qui va nous parler d'un sac complètement hermétique. Voilà, Grégoire, merci. À toi. Merci Philippe. Je vais mettre un petit timer pour garder les 4 minutes, pour laisser parler Octave, parce qu'il a plein de choses à nous dire, je pense. Donc, moi, j'ai créé une structure il y a 1 an et demi maintenant. Et l'idée, c'était de répondre à un besoin que j'avais. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu pétrolier. Et lors de mes excursions en offshore, les week-ends, lors de mes déplacements, j'avais toujours cette problématique qui était de dire, voilà, j'ai mes affaires quand je suis près du Yémen ou je suis perdu, isolé. Qu'est-ce que je fais? Comment je protège mon appareil photo, mon téléphone, mes papiers de toutes les excursions que je peux faire, donc c'est principalement en traversant l'eau. Donc j'ai eu ce besoin et il y a 1 an et demi, j'ai l'opportunité de développer l'idée que j'ai eue il y a 5 ans en faisant mon prototype et aujourd'hui j'en suis en phase de production. Donc ça c'était donc le besoin. Le besoin c'est comment partir à l'aventure en toute confiance et ne pas avoir peur de se jeter à l'eau. Donc il y a différents cas de figure. Et l'idée, c'était vraiment de fabriquer un sac complètement étanche, complètement hermétique, ce que je n'ai pas trouvé pendant 5 ans sur le marché. Ça paraît étonnant, mais c'est un réel besoin. Et aujourd'hui, je suis confronté au marché parce que je commercialise et je teste le produit auprès de distributeurs. Et il y a vraiment, ça répond vraiment à une attente. Donc, j'ai gagné le trophée innovation. C'est une innovation, certes, c'est un produit hard. On n'est pas dans le numérique, on n'est pas dans le produit connecté. Mais il y a une partie technique au niveau de l'assemblage et la fabrication qui permet de satisfaire 2 critères. Le premier, c'est une étanchéité parfaite. On est sur un sac profilé, donc c'est le deuxième critère. Mais surtout, on a un assemblage de toile qui est complètement hermétique. Donc ça, c'est connu, c'est standard, si ce n'est qu'il est designé. Et j'ai tout simplement ajouté cette fermeture qui est une fermeture de bidon de canoë, designée, profilée à mon image marketing. L'innovation, tout simplement, c'est de rassembler 2 technologies existantes. Ça fait un sac complètement hybride et qui répond à cette fonctionnalité d'étanchéité parfaite qui correspond à l'IPX8, qui est une norme aujourd'hui sur le marché. En plus de ça, on a travaillé, parce qu'on est 3, donc je travaille avec un graphiste sur la partie design et le portage, un sac qui puisse être facilement porté pour toutes les activités nautiques et être complètement autonome en pleine mer. Donc c'est 2 fonctions principales. Bon, on a une petite fiche technique, je vais passer rapidement, mais c'est vraiment pour définir les grandes caractéristiques. Maintenant, je vais vous parler plus de l'entrepreneuriat. J'ai fabriqué ce sac, le prototype en Malaisie. Je suis parti 1 an et demi en Malaisie. Et j'ai réalisé le proto, comme tout start-upper, dans un garage. Je suis désolé, mais on revient toujours à notre fameux garage avec très peu de moyens, avec mes propres moyens, avec des artisans sur place. Et je suis revenu de Malaisie avec mon prototype et j'ai testé le marché. J'avais déjà fait une étude de marché parce que ça n'existait pas, à voir un petit peu quel était le potentiel. Je suis revenu en France avec ce produit. J'ai testé le produit auprès du marché, autour de moi et via une campagne de financement participatif. Donc on a fait un Kickstarter et ça nous a permis d'avoir 250 précommandes, de lever 31 000 € pour lancer une première prod. Ça a un avantage financier, mais surtout le gros avantage, c'est tout simplement de tester le produit. Donc ça répond vraiment à un besoin. Et sur ces 250 précommandes, je dois les livrer dans 2 semaines. C'est des commandes qui partent en Corée, qui partent au Japon, qui partent beaucoup aux États-Unis. Donc on est vraiment convaincu qu'il y a un réel marché pour ce produit. Je reviens en France et je fabrique ce produit au nord de Paris, à Montreuil. C'est un avantage pour le positionnement au niveau de... On est sur un sac premium. Moi, ça m'aide au niveau de la production pour suivre un peu la qualité. Et en termes d'atouts de vente et pour la commercialisation, c'est très accrocheur. Et je surfe sur le Made in France. Au niveau de l'entrepreneuriat,
Au niveau entrepreneuriat, donc c'est ce que je vous expliquais, toute la réalisation, donc la partie prototype, administratif, communication. On a 10 points de distribution en France. On a développé un circuit commercial. Et ce qui me reste à faire, c'est qu'on est en pleine production. On finit dans 2 semaines le premier batch de prod. Donc à Montreuil, j'ai récupéré tous mes équipements. Une fois que j'aurai produit et mis sur le marché avant l'été, à ce moment-là, on aura un réel test marché. Et on commencera à partir sur le développement. Donc au niveau quantitatif, au niveau gamme de produits, au niveau sur les différents segments. Aujourd'hui, je suis en B2C et on a des opportunités de partir en B2B, mais pour ça, il va falloir grossir et financièrement et voilà, partir sur une industrialisation un peu plus grosse. Et donc ça, c'est tout ce qui me reste à faire post-première commande. Post-premier batch de prod, quoi. Donc on fait de la com sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, sur notre site web, on vend en direct en un module de e-commerce. Donc le sac est à 145 €, il y a différentes gammes de produits, différentes gammes de couleurs. Les gammes de produits sont dans les papiers, on va les sortir prochainement. Et je vous invite à aller regarder notre site, regarder notre page Facebook, liker. C'est comme ça qu'on grossit. Quand on est start-up, on crée du réseau, quoi. Merci à vous. Est-ce qu'il y a un code promo, Grégoire, pour ICAM? Tu répondras tout à l'heure. Bon. Alors maintenant, j'accueille donc Louis André, donc, qui a présenté un projet numérique, un projet qui est alors sur les échanges, enfin le recrutement, voilà, et qui a gagné donc dans cette catégorie, et je le félicite avant sa présentation. Voilà, merci Louis. Merci, bonsoir à tous. Avant de vous parler de TalentView, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une semaine, j'ai choisi d'acheter des baskets sur Internet. Donc, je suis allé sur un site marchand. Alors c'était un site un peu bizarre. Il n'y avait qu'une seule paire de baskets, pas de description, pas de photo. Bon, je me suis dit, allez, je vais quand même les acheter. Donc j'ai rempli un formulaire d'à peu près 50 champs. On m'a demandé plein de choses, mais pas ma pointure par exemple, ni mon adresse. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait l'exercice, ça m'a pris du temps. J'ai fini par payer, puis j'ai reçu un mail. Et dans ce mail, on me disait, voilà, monsieur André, si dans 3 semaines, on ne vous a pas livré les baskets, c'est qu'on ne vous livrera jamais. Voilà, ce que je vous raconte, c'est complètement absurde. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde du recrutement. Quand on postule à un emploi, c'est exactement cette expérience qu'on a. Et aujourd'hui, quand on postule à un emploi, ça ressemble à ça. On me demande mon CV, ma lettre de motivation. J'apprends rien sur l'entreprise. Ma lettre de motivation, de toute manière, elle ne sera jamais lue, je vous le dis tout de suite. Mon CV, ça ne me représente pas complètement, c'est une partie de moi, mais ce n'est pas tout. Et j'ai un formulaire de 50 champs à remplir. Alors ça, c'est un vrai formulaire d'une vraie grande entreprise que tout le monde connaît. Je ne vais pas les dénoncer, mais voilà, c'est ça. L'expérience, elle est horrible. Pourquoi c'est plus facile d'acheter des baskets sur Internet que de postuler à un emploi? Ça a été notre question de base chez TalentView, et on s'est dit, on va reprendre le meilleur du monde du e-commerce, ces fameux tunnels de conversion, et on va l'appliquer au monde du recrutement. Et on va permettre aux candidats d'avoir une expérience géniale quand ils postulent à un emploi. Ils vont pouvoir découvrir l'entreprise, se découvrir et montrer à l'employeur qui ils sont, au-delà de ce petit bout de papier qu'est le CV, qui est important, mais qui n'est pas unique. Et l'idée, c'est de fournir ça aux recruteurs comme un outil. Donc c'est un outil SaaS qu'on a créé, qui est mis à disposition des recruteurs en marque blanche. Et avec cet outil, ils vont pouvoir créer un tunnel de candidature. Ce tunnel, il va permettre aux candidats d'être convertis, exactement comme quand vous êtes sur Amazon et que vous remplissez votre panier et qu'on vous pousse à aller acheter. Et bien là, en 3 grandes étapes, on va vous convertir à devenir futur employé. Ça se passe en 3 étapes. Première étape, vous allez découvrir l'entreprise en vidéo. L'idée, c'est vous immerger dans l'entreprise, vous faire découvrir le futur manager en interview, ou les bureaux, ou les projets, mais en tout cas, être déjà captif. Et vous êtes presque intégré quand vous postulez. Deuxième étape, c'est un court questionnaire d'évaluation. En 5-6 questions, l'objectif, c'est de s'assurer que le candidat correspond bien aux critères de base du recruteur. 5-6 questions vont permettre de noter le candidat et de sortir une note d'affinité, et donc de faire un premier tri pour le recruteur dans toutes ses candidatures. Et enfin, la dernière étape, qui est la plus importante pour nous, on va proposer au candidat de se pitcher, de répondre à une question, comme je le fais aujourd'hui en 4 minutes, mais là on va lui proposer de le faire en 60 secondes à peu près. Répondre à une question, une présentation, ou expliquer pourquoi on doit le rencontrer plus qu'un autre, et lui donner la possibilité d'aller plus loin que ce bout de papier et de se révéler. Bien sûr, après, il va pouvoir déposer son CV, mais ça, c'est l'élément clé de tout ce dispositif. Et tout ce dispositif, il est disponible sur mobile, sur tablette et sur ordinateur, sans avoir à télécharger l'application, sans frein technique. Notre objectif, c'est que n'importe qui puisse postuler à un emploi et donc ne pas être bloqué techniquement.
Alors cet outil, on l'a développé donc pour le candidat, mais aussi pour le recruteur. Derrière, il y a tout un outil de gestion qui permet au recruteur de créer ses campagnes, de les diffuser sur plus de 1000 sites en un clic, très simplement, d'aller monitorer ses campagnes de recrutement et d'aller identifier les meilleurs candidats pour aller les évaluer, les rencontrer après et faire le premier entretien. Notre objectif, c'est vraiment de digitaliser la poignée de main, la première poignée de main, mais pas de remplacer l'entretien physique. L'outil tourne depuis le mois d'octobre dernier. On a plus de 10 000 candidats qui ont postulé sur la plateforme. Près de 5000 vidéos de candidats qui ont été faites. Alors ça va de la vidéo très formelle à celle d'une personne qui conduit sa voiture et qui explique en même temps pourquoi on doit le recruter. Mais ça permet aux candidats de s'exprimer très simplement et très rapidement. Et derrière, au recruteur de traiter ces volumes de candidatures. Aujourd'hui, quand vous postez une annonce sur LinkedIn, vous avez 100, 200, 300 candidatures. Comment je fais moi pour trier, pour identifier le meilleur candidat? Et bien, c'est comme ça que TalentView aide les recruteurs à aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de gens dans des univers très différents, mais surtout dans le monde du retail et de la grande distribution. Pourquoi? Parce qu'on aide le manager dans son magasin à aller plus vite quand il recrute et avoir une meilleure image. Donc, par exemple, on a une opération qui s'est terminée pour Five Guys, qui est une grande chaîne de burgers qui s'ouvre à Paris. Et puis on a travaillé aussi avec le monde des médias, une grosse opération de recrutement pour M6. On a eu plus de 2000 candidats qui sont filmés partout en France et qui seront reçus la semaine prochaine dans les locaux d'M6. Et ce dispositif intégrait par exemple le PDG d'M6 qui présentait lui-même et posait la question aux candidats. Donc c'est Monsieur de Taverneau qui posait la question directement aux futurs candidats. Et ça, c'est hyper intéressant parce que le candidat est valorisé et en même temps, l'entreprise a une très belle image. Et alors aujourd'hui, TalentView continue à se développer. On a fait notre première levée de fonds qui s'est bouclée la semaine dernière, qui nous permet maintenant de nous développer commercialement en France. Et si vous êtes recruteur, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous. Et puis pour ceux qui sont intéressés par le monde de l'entrepreneuriat, je serai dispo après pour en parler. Et sinon, la semaine prochaine, à Vivatech, pour pitcher TalentView et découvrir les entrepreneurs. Merci beaucoup. Un grand merci. On va maintenant passer la parole à Octave. Alors, je ne vais pas faire une longue présentation, Octave, mais voilà. Octave Klaba est diplômé de l'ICAM de Lille en promo 99, c'est ça? Voilà. Il a créé, pratiquement en étant à l'ICAM, j'ai compris ça aujourd'hui en discutant avec lui et Philippe Carpentier, son entreprise, ou en tout cas le projet a mûri alors qu'il était à peine entré à l'ICAM. Voilà. Aujourd'hui, son entreprise OVH est numéro 1 en Europe. Numéro 3, je crois, au plan mondial. Peut-être je dis des bêtises, mais tu me reprendras, Octave. Et vient d'entrer dans le club très fermé des licornes, c'est-à-dire avec une capitalisation très importante. Donc, très belle réussite d'Octave et qui va venir très simplement ce soir nous parler de son expérience et nous fournir son témoignage. Merci encore, Octave. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Ça fait un moment que j'essaye de revenir à l'ICAM. J'ai fini en 99 et je me suis dit tiens, je reviens pas encore. J'ai assez fait, je peux montrer des trucs. Bon, je pense qu'au bout des 18 ans, je peux honnêtement revenir et puis vous montrer un petit peu ce que j'avais fait avec tout un tas des équipes durant depuis 99. Et oui, j'ai commencé pas dans un garage chez ICAM, à l'ICAM, donc à l'AMI à Lille. Voilà, donc je vous un petit peu parler un peu comment on peut construire en fait une entreprise importante mondiale. Sachant que j'en ai pas la moindre idée, c'est pas mon propos de vous dire comment il faudrait faire, je ne sais pas. J'ai fait au fur et à mesure du temps, avec en utilisant un certain nombre de recettes que justement je vais essayer de vous raconter un petit peu sous forme des anecdotes. Sachant que chaque histoire elle est différente, il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas celle qui marche, celle qui ne marche pas. Moi la mienne, celle qui a fonctionné, c'est celle de la passion. Je me sens exactement à l'endroit où je voudrais être par rapport au métier que j'exerce, et donc je pense probablement c'est ça qui fait que ça performe pas mal. Mais ça aurait pu ne pas performer, et voilà. Donc il y a aussi une question de chance, mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette chance-là. Donc j'ai commencé, en fait à la base, c'est que je ne voulais pas faire une grosse entreprise. J'étais un dev, donc j'ai fini l'ICAM, et puis j'ai toujours fait de l'informatique depuis tout petit, et tout au long de l'ICAM, j'ai fait d'autres métiers, en fait, d'autres
de la méca, matériaux et tout ça. Et bizarrement, en fait, ça m'a servi par la suite. Tout au long des 5 ans, je pouvais se dire, mais pourquoi j'apprends tout ça que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. En fait, je peux vous dire, pendant les 10 premières années, ça m'a beaucoup servi parce que j'ai fait quasiment tous les métiers que j'ai pu appréhender autour de l'ICAM et donc travailler avec des experts, tout en ayant un bon langage de l'expert et tout en n'étant pas l'expert. Et donc, ça, c'est une photo que j'ai prise en février 2017. C'est les top 100 personnes d'OVH. On a fait le premier team building, on va dire, du groupe. En 99, oui, j'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, on est 2000. On a une croissance de 20%. On va investir beaucoup d'argent, puisqu'on va investir entre 2016 et 2020 environ 1,6 milliard d'euros. Donc chaque année, on investit, par exemple cette année, on investit 240 millions dans du vrai argent, dans le vrai matos, dans le vrai bâtiment. Donc on fait de la vraie, des trucs pas très très virtuels, mais en fait, mes clients, c'est que lui, il voit des services virtuels. Et donc c'est à nous en fait, d'escaler en dessous pour que lui puisse scaler par rapport à les services, un peu comme les tiens d'ailleurs. Il faudrait qu'on en discute parce que c'est une super idée. Alors c'est quoi OVH aujourd'hui? Il y a quelques chiffres un petit peu clés. On est dans pas mal de bureaux. J'avais commencé à Roubaix et aujourd'hui, où est-ce qu'on est? On est à Roubaix, on est à Lille, on est à Paris, Toulouse, Lyon, Brest, Rennes. On est aussi à Londres, on est à Milan, on est à Saarbrücken. On est à Wrocław, Pologne, Madrid, Lisbonne. On est aussi en Lituanie, Finlande, Irlande. On est aussi au Canada, au Québec, à Montréal et Québec. Et on est aussi aux US, à Reston, à Dallas, dans Colorado aussi. Et puis, on a aussi des bureaux à Melbourne et puis Singapour. Et ça continue d'évoluer parce qu'on cherche les talents là où ils sont. Et on arrive à les intégrer un petit peu là où ils ont envie de travailler dans une structure transversale. Et il y a pas mal de choses à dire sur, peut-être on aura l'occasion, sur l'entreprise libérée, sur tout un tas de choses sur lesquelles moi je travaille beaucoup sur ce type d'aménagement. Si vous voulez un petit peu suivre l'actualité d'OVH, n'hésitez pas à me follower sur Twitter. Je balance un peu tous les jours des photos, suivre un petit peu ce qu'on fait. Un petit peu les dernières constructions. Il y a pas mal de bâtiments. Et puis en même temps, on a des super trucs au Canada avec des filles. On a 19% de femmes, ce qui est quand même exploit dans notre métier. Et un jour peut-être on dépassera ça et puis on va passer sur les 20, 30, 40, 50% parce que franchement ça manque dans notre métier. Alors comment scaler? J'ai essayé de rassembler ça sur 4 points autour où est-ce que vous allez mener votre bataille, sur le mindset, sur l'exécution, très important, et puis garder une part des magiques. Déjà au niveau du produit, par rapport à notre produit, où est-ce qu'on se situe? OVH, aujourd'hui, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une croissance de 30%. On vise en 2020 1 milliard, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Mais dans quel marché on se trouve? Aujourd'hui, on se trouve dans un marché de 35 milliards. Donc finalement, on fait un petit pourcent du chiffre d'affaires. C'est génial de faire un petit pourcent du chiffre d'affaires. En fait, ça a quand même un sacré problème de faire seulement un petit pourcent de chiffre d'affaires. Mais si on regarde comment ces marchés-là, il va évoluer dans les 7 ans à venir, il va passer à 2020 à 100 milliards et en 2025 à 550 milliards. Et donc si je garde mon petit pourcent de chiffre d'affaires, enfin du marché, je suis à 6 milliards, 7 milliards de chiffre d'affaires en 2025. Et donc ça, c'est notre ambition minimale. Parce que en fait, c'est juste le marché, c'est juste ça qui va se passer, c'est toute la transformation digitale des entreprises qu'on va vivre. Aujourd'hui, on la vit à travers les digital natifs, un peu l'exemple de ton site, mais aussi on va commencer à vraiment vivre à partir de 2020 à travers toutes les entreprises, on va dire legacy, tout ce qui sont installés depuis des années, où elles vont prendre l'envol du big data, du machine learning, du deep learning,
et donc de pouvoir fournir des valeurs ajoutées aux clients basées sur la quantité de données qu'ils vont collecter autour de leurs clients. Et donc, c'est sur eux qu'il y a la moitié de la croissance qui va se dérouler à partir de 2020 jusqu'à 2025. Et donc, pour faire ces types de clients à partir de 2020, en fait, ce n'est pas en 2020 qu'il faut commencer à bosser, c'est maintenant. Et c'est tout l'enjeu de l'organisation et des travaux que je fais au quotidien, à orienter l'entreprise par rapport à pas seulement ce qu'on va faire aujourd'hui, demain, c'est important, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an et qu'est-ce qu'on va faire dans 7 ans. Et 7 ans, ça paraît, waouh, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Là, j'ai passé une semaine, mais j'ai l'impression d'avoir passé un mois. Et ça, c'est au quotidien. C'est chaque semaine, j'ai l'impression qu'il s'est passé un mois. Et toutes les personnes qui rentrent chez OVH, même, c'est qu'ils ont fait un peu les autres entreprises avec l'extérieur. Ils disent oui, je comprends très bien que ça va vite chez OVH. Oui. Mais quand ils rentrent, ils disent ah oui, attends, j'ai compris ce que c'est. Enfin, ça va vraiment vite, quoi. Donc, cette vitesse-là, c'est cette vitesse de la transformation digitale et nous, on la vit en dessous parce qu'on fournit des ressources pour nos clients. Rapidement sur notre produit, on fournit du cloud, du public cloud, on fournit du private cloud. Private cloud, c'est exactement comme public, mais en version dédiée par rapport à des clients. Donc, ça plaît beaucoup à des grosses entreprises qui ont tous les avantages de public cloud, mais dédiés à une seule entreprise. Et on fournit pour ceux qui le veulent du bare metal, c'est-à-dire des serveurs dédiés. D'accord. Donc derrière, il y a aussi des services du network, des stockages, tout un tas de choses. Et donc tout ça, on appelle ça du IaaS, infrastructure as des services. Et donc on est sur ces marchés-là extrêmement capitalistiques. Et derrière, on le loue à des clients par mois avec un cycle de renouvellement extrêmement rapide puisque les machines, le hardware, au bout des 18 mois, vous pouvez le jeter à la poubelle puisqu'il y a de nouvelles générations qui viennent d'arriver. Et donc, c'est extrêmement beaucoup de CAPEX et donc un savoir-faire qu'on a développé à l'intérieur de l'entreprise à travers toute la verticalisation de notre métier. Des côtés de clients, on voit bien du software, mais qu'est-ce qu'on a fait en interne ? À un moment, on s'est dit, on va faire des data centers. À un moment, on s'est dit, on va faire le réseau. À un moment, on s'est dit, tiens, pourquoi il y a une clim ? On va remplacer tout ça par du water cooling. Et on refroidit l'ensemble des infrastructures avec de la flotte simplement. Et donc on réduit énormément de coûts. Les coûts d'exploitation, les coûts de fonctionnement. Donc c'est tous ces métiers-là que moi j'ai vus tout au long de mon parcours à l'ICAM, mais aussi mon père en fait, qui lui a fini le Polytechnique de Varsovie. On a remis en question l'ensemble des couches de notre métier et on les a intégrées dans un seul produit. C'est celui qu'on vend à l'extérieur. Donc dès l'extérieur, on voit en gros du virtuel. En dessous, je peux vous dire, c'est extrêmement réel. Notre métier, en fait, c'est ce que je décris, IaaS, du PaaS, donc c'est la nouvelle génération du IaaS, plateforme as a service. En gros, vous avez des développeurs qui développent par exemple en C, vous avez des développeurs qui développent dans différents langages. Tout ça, c'est fini. On va développer à travers des infrastructures où on va directement coder à travers des API en utilisant des ressources qu'on a besoin. Et ces ressources-là, ils vont scaler automatiquement en fonction de la croissance que moi j'ai envie d'avoir. Et donc, c'est complètement distribué. Ça fonctionne même si en dessous, ça ne peut ne pas fonctionner. Les serveurs peuvent tomber, etc. Tout ça, ça continue à fonctionner. Et ça, c'est toutes les couches des passes qui sont nécessaires. Et bien sûr, il y a du machine learning, bien sûr, il y a des domaines vraiment très spécifiques comme des data analytics, IoT, mobile apps, etc. Alors, où est-ce qu'on fight ? OVH, il fight sur le monde entier. En fait, notre problématique, comment ça a évolué ? En 1999, j'avais créé OVH. Et jusqu'en 2004, on s'est cherché beaucoup, on avait pas mal de croissance, on était rentable assez rapidement, mais on était globalement franco-français. En 2004, donc c'est les premiers 5 ans. L'histoire d'OVH, en fait, c'est des bouts des 5 ans. En 2004, on a déjà tenté de faire l'internationalisation, enfin d'aller en international, et puis en 2003, du coup, on a pris des Espagnols à Roubaix, et puis on a essayé de faire l'Espagne à partir de Roubaix, ça n'a pas marché, c'était un bon fail. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2004 ? C'est que j'ai pris ma caisse et puis je suis parti en Pologne pendant 9 mois. Et puis, j'ai constitué la première filiale en fait, d'OVH sur place en essayant de comprendre comment on crée from scratch, 12e fois OVH. Vous arrivez dans le bureau, vous êtes tout seul. C'est reparti.
Et puis voilà, donc c'est chercher en fait des clients, chercher comment en fait faire ça dans une autre langue. C'est toute la restructuration de l'entreprise de l'interne aussi, parce que le site il fallait traduire dans une autre langue, parce que le comptable il fallait le chercher dans le nouveau pays, parce qu'il fallait tout ça joindre avec la currency qui est zloty en Pologne, qui est différente de l'euro. Enfin, tout un tas de complexités qui nous ont permis en fait derrière, en 2005, 2006, 2007 et 2008, de faire 12 filiales en Europe en espace de 3-4 ans. Donc ça, c'était deuxième année, en fait, deuxième période des 5 ans. La troisième période des 5 ans qui a commencé en 2009, on s'est dit, il est le temps d'aller en Amérique du Nord. Allez, on y va. Et puis, on s'est dégonflé au dernier moment. On s'est dit, et si on allait au Canada et encore ou pas au Canada, mais au Québec. Ouais, parce qu'ils parlent français, ils sont un peu comme nous, ça va mieux se passer. Puis Patriot Act au niveau des Américains, je ne les sens pas encore. Donc à nouveau, je suis pris la caisse, enfin cette fois-ci l'avion, avec ma famille. Et puis je suis parti au Canada, à Montréal. J'ai vécu là-bas 1 an. Donc, et là-bas, bon, j'ai construit en fait un data center. Et c'est pareil, c'était la 3e fois que je recommençais au VH. Vous arrivez dans un bureau à nouveau, hey, 500 mètres carrés, et puis il n'y a personne. D'accord, ben on recommence, les secrétaires, les adjoints, enfin tout le... Enfin, on recommence une nouvelle histoire. Il faut être un peu assez barjot pour pouvoir le faire, mais bon. Et derrière, ce que j'ai appris au niveau du Canada et au niveau des US, c'est que c'est pas le prix le plus important là-bas, c'est la valeur. C'est qu'est-ce que vous apportez avec votre produit aux clients. Et donc la recherche de la valeur. C'est vrai que la valeur, le prix au niveau de l'Europe, ça se comprend. Souvent, lorsque des acheteurs en fait, ils comparent des produits, à la fin ils disent bon, ok, lequel de deux il est moins cher, et je prendrai celui le moins cher. Au moins, je ne me suis pas trompé sur un critère. Aux US, c'est beaucoup plus complexe parce que là-bas, le temps, c'est l'argent, et ils cherchent à économiser du temps. Et donc, toutes les recherches en fait, de la valeur autour des... Avec nous, vous allez avoir besoin de moins de gens pour pouvoir développer quelque chose. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus rapidement. Ça marche beaucoup mieux que je suis 30% moins cher. Qui marche vraiment pas, en fait. Pour le coup, de dire pourquoi tu es 30% moins cher, ça doit pas être un truc vraiment très très bon. Oui, mais on fait water cooling, etc. Oui, mais moi je comprends pas. Vous n'êtes pas bon. Et donc, on s'est pas mal trompé là-dessus. On a proposé des produits beaucoup trop pas assez chers pour les US. Et donc, on y est encore un petit peu dedans, mais on va s'en sortir bientôt. En augmentant les prix probablement de 30, 40, 70%. En tout cas, c'est ce qu'on voit en fait par rapport au marché. Et donc, à 30, 60, 70%, on va être encore 30 ou 40% moins cher que le marché. Oui, aujourd'hui, on est 4 fois moins cher. Donc là, c'est que les gens, vraiment, ils ne comprennent pas. Je parle en fait de la chance, je voudrais juste aborder un petit peu. C'est pas seulement la chance en fait que moi je perçois. La chance, c'est celle qu'on s'est construit. Xavier Niel, en fait, je l'ai rencontré en 2001, en 2002. À l'époque, on regardait un petit peu si on pouvait faire business ensemble. Il m'avait demandé, en fait, Octave, est-ce que tu as de la chance? Je me suis dit, waouh, c'est bizarre cette question-là, j'en sais rien si j'ai de la chance, je sais pas. Enfin, 2001, ça faisait 2-3 ans que je faisais OVH, comment vous voulez savoir si j'ai de la chance? Mais en fait, c'est pas ça qui derrière moi qui questionnait. Et ça, j'ai compris un peu plus tard, en fait, en me rappelant un copain que j'avais au lycée, ou qui, lui, il avait vraiment pas de chance. Et il avait vraiment pas de chance. Par exemple, il a fait un déménagement de sa maison, il a pris un déménageur... à qui il a pris les meubles, et puis le déménageur, il est parti, mais il n'est pas venu de l'autre côté, parce que c'était un déménageur au black. D'accord? Et c'est ça la chance, en fait. Quelque part, la chance, on se la crée ou on ne se la crée pas, ou en créant des situations tangentes, dangereuses, à risque, qui finalement font qu'à un moment on dit « Ah, j'ai pas de chance dans la vie ». Ouais, mais tu as un peu cherché quand même. Et donc derrière, en fait, cette feeling-là, lorsqu'on est entrepreneur, je pense que c'est hyper important. C'est capter des signaux faibles, capter les sourires des gens, les capter au serrage des mains, de dire tiens, il n'est pas comme hier, il n'est pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Tous ces petits signes faibles, tout le monde le perçoit. Mais tout le monde ne warne pas au niveau de la tête en disant tiens, il y a un truc bizarre, je devrais peut-être creuser.
Et c'est ça en fait que moi j'essaie d'expliquer au terme de feeling. En fait, c'est que toutes ces petites perceptions que chacun globalement il a, en fait, il faut vraiment s'attarder. Il faut vraiment se dire non, attends, là, je vais regarder ce qui se passe. Je vais regarder et peut-être je vais creuser et puis finalement je vais découvrir qu'il y a un nouveau problème et ensuite je vais les régler avant que ça devienne un problème. Et donc ces petits feelings, c'est aussi, certains d'entre vous jouent un peu de la musique, non? Ouais. Quand vous sortez en fait avec, moi je joue de la guitare, quand vous sortez sur une scène et vous jouez de la guitare et vous sortez un truc, waouh! Vous n'avez jamais joué ça, mais ça est sorti comme ça parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce que c'était exactement... c'est ça en fait les trucs. Les trucs étaient chez vous, en vous. Mais là, ces moments-là a fait que c'est sorti là. Et ça n'était pas préparé, c'était juste spontané. Et cette spontanéité, pour moi, c'est du feeling. C'est cette partie-là en fait, que chacun il a en soi, mais il faut savoir le cultiver. Il faut savoir warner ça dans la tête et déclencher des trucs. Builder sa meilleure team. Enfin, meilleure team. Moi, j'appelle ça votre team. Pour vraiment construire une bonne équipe, mon conseil, en fait, c'est il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même pour savoir quelles sont ses propres faiblesses, qu'est-ce qu'on sait bien faire et qu'est-ce qu'on ne sait pas bien faire. Et compléter l'équipe avec les gens qui vont compléter les défauts qu'on peut avoir. Pour ça, il y a un outil ou deux outils qui sont super intéressants que peut-être vous connaissez, Enneagram et Spirale Dynamique. C'est une tuerie complète. Nous, on utilise ça tout le temps. On parle toujours en chiffres, on parle toujours en couleurs tout le temps pour essayer de comprendre les personnes en face, qu'est-ce qui les motive. Donc, quel état dans quel état d'esprit ils sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin, et donc de développer de l'empathie. Et développer de l'empathie dans l'entreprise, on peut se dire oui, enfin, on est là pour bosser les gars, d'accord? Donc l'empathie, on s'en fout. Non. Parce que derrière, lorsque l'on développe l'empathie, lorsqu'on crée une équipe, on crée un engagement, moi c'est ça en fait qui m'intéresse. Au-delà de faire du business, au-delà de répondre aux clients, dans mes critères de l'entreprise, c'est la team, le client et l'actionnaire. Et ça, c'était depuis le départ, et ça reste même aujourd'hui, même si on a levé un peu d'argent. Et donc derrière, lorsqu'on a envie de cette construction-là, il faut savoir se regarder dans le miroir et pouvoir détecter par quelle typologie des personnes il faut compléter son équipe. Et ça, c'est l'un des travaux sur lesquels je fais actuellement, pour pouvoir faire riser en fait toute cette entreprise-là, faire les scales, pour passer au-delà de 2000 personnes. Et dans 2-3 ans, 3 ans environ, on va être 4000, 5000. Et donc compléter avec les bonnes équipes et donc de pouvoir dire, tiens, c'est la bonne personne que j'ai besoin ou ce n'est pas la bonne personne. Et dedans, on cherche 3 choses. Globalement, ce que je résume, c'est 3 choses. Premier, c'est mindset, l'état d'esprit de quelqu'un. Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'il est cool ou est-ce qu'il n'est pas cool? Ça peut un peu paraître bizarre et parfois quand je pose aux candidats la question, ils disent qu'est-ce que tu veux dire? Je suis cool? Bah ouais, je suis cool. Ouais, mais est-ce que tu es vraiment cool, quoi? Est-ce que quand on va bosser ensemble, est-ce qu'on va vraiment prendre du plaisir de travailler ensemble? Est-ce que vraiment en fait on va échanger quelque chose et est-ce qu'on va créer une bonne équipe? Est-ce qu'il y a des gens en fait qui ont des problématiques d'ego, qui ont besoin en fait derrière rayonner d'une certaine manière? Ça ne marche pas chez OVH. Et ce type de personnes, même si elles sont hyper compétentes, on prend la décision de s'en séparer. Parce que la culture de l'entreprise, elle s'est traduite par rapport à les personnes que vous embauchez, que vous virez, parce que parfois ça arrive, ou que vous les promotez en français, vous faites la promotion de ces personnes-là. Et ça, c'est hyper important. Et donc, ça, c'est le mindset. Pas d'asshole chez OVH. Deuxième, c'est compétence. La compétence, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas seulement ce que vous savez aujourd'hui, mais c'est que vous allez savoir demain. Et donc, votre capacité d'apprentissage, votre capacité à se remettre en question. Donc, on peut dire, oui, je vais savoir me remettre en question. OK, imaginons pendant 3 mois, vous codez un truc et il marche bien, les clients sont super contents.
Et il arrive un concurrent qui fait le même service mais beaucoup mieux. Et immédiatement, dans la microseconde, la décision, elle doit être prise de tout recoder d'une autre manière parce que ce qu'on a codé, même si ça marche bien, il faut tout mettre à poubelle pour recommencer. Et ça, c'est une remise en question qui est parfois douloureuse, mais qui est totalement indispensable dans notre métier parce que tout simplement, c'est ça que les clients nous achètent. C'est notre capacité d'être agile et de s'adapter par rapport à les réalités du marché et donc d'aller développer des choses qu'eux, ils vont avoir besoin dans 1 an, dans 2 ans, commencer à bosser aujourd'hui. Et pour ça, il faut failer pas mal. Et donc, derrière, de développer, ces nouveaux services. Tous les 2 semaines, actuellement, il y a 40 nouvelles personnes qui arrivent chez OVH. Donc, c'est fort en intégration. Il y a un bus qui arrive, boum, il y a une nouvelle personne, tiens, et pendant 2 semaines, il y a l'intégration. On a fait une petite école en interne pour améliorer cet onboarding-là, en fait, de nouvelles personnes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'intégration, ça ne fonctionne pas. Et on dit, oui, si, l'intégration, il faut faire l'intégration. Non, l'intégration, c'est ça. Et ça ne marche pas, hein, d'accord ? C'est pas, on ne crée pas tiens, vous, le bus, là, vous faites l'équipe ensemble et vous mettez là-bas et vous ne faites pas chier. D'accord ? Non, c'est pas ça l'intégration, l'inclusion. Et c'est exactement ce qu'on fait chez OVH, c'est-à-dire qu'on embauche à différents endroits, à différents bureaux, et on fait de sorte qu'une personne, la compétence qu'on avait besoin, le talent qu'on a embauché, j'en sais rien, à Madrid, il va pouvoir bosser de manière transversale avec des outils comme la téléprésence de Cisco. Et il va pouvoir travailler avec tout l'ensemble de l'équipe sur une certaine expertise, n'étant pas sur le même endroit. Et donc, on va pouvoir travailler tout simplement en arrivant dans le bureau. Il y a bien sûr ces 2 écrans, 4 ou 6, ça dépend de son métier. Puis, il y a un écran des Cisco dans lesquels il s'élogue le matin pour pouvoir joindre la conf, où il voit les têtes de toute son équipe. Et donc, il travaille comme ça, en fait, tout le monde. Donc, on a remplacé l'email Jabber, etc., par ces trucs-là. C'était un gros pari, on a dû investir 1 million d'euros pour voir si ça marchait. On a investi et après on a dit, ouf, ça marche, c'est cool. Ouais, mais c'est ça, en fait, quelque part, les plus risques des risques, en fait, qu'on est nécessaire, qu'on a l'obligation de faire pour pouvoir voir comment on va travailler de manière innovante demain. On a vécu on vit encore une certaine évolution à l'intérieur d'OVH. Pendant très très longtemps, on s'entourait des généralistes en fait qui étaient bons un peu partout. Et ça marche bien, surtout dans les phases des premières années au niveau du startup. Il y a un gars qui est sysadmin, en même temps il code un peu, il connaît les serveurs web et en même temps il peut faire un peu de base de données, en même temps un peu de sécurité, il peut faire des backups, tout un tas de choses. C'est génial. Et donc ça nous a permis d'aller vraiment très rapidement, mais ça ne scale pas. Lorsque vous en avez besoin à 3-4, vous en trouvez. Lorsque vous en avez besoin à 30, lorsque vous en avez besoin à 300, ça ne scale pas. Et donc, on a dû changer en fait la topologie de nos recherches et restructurer l'entreprise de l'intérieur pour pouvoir chercher des experts. C'est ce que moi j'appelle des profils en T inversés, généralistes, mais en plus une expertise dans un domaine. D'accord ? Et donc, derrière, en fait, il y a des phénomènes super intéressants. Lorsque vous prenez un généraliste, lorsque vous prenez tout seul, vous êtes le premier jour dans votre entreprise et vous êtes tout seul et vous dites tiens, vous réfléchissez tout seul. Même si vous avez un sysadmin d'un côté et développeur de l'autre dans votre tête, ça se passe relativement vite. D'accord ? Tous les neurones là, c'est votre réseau interne et puis c'est des microsecondes. D'accord ? Lorsque vous êtes 4 et vous commencez à discuter ensemble, toutes ces communications là, ça devient, vous devez déjà, hey, blablabla, et puis discuter, et au bout d'une heure, on décide ou on ne décide pas. Alors c'est génial lorsqu'on a des partenaires avec qui on se comprend sans parler. D'accord ? Alors, se comprendre sans parler, ça marche jusqu'à un certain niveau, parce que lorsque les 4 personnes, vous ont 10 personnes chacun, et vous avez une quarantaine de personnes à aménager ensemble, ça ne marche pas. D'accord ? Et donc derrière, en fait, c'est pour ça on a besoin de mettre des organisations en place pour que tous ces gens-là, à un moment,
ils aient l'accès aux mêmes informations ensemble et qu'ils puissent aller dans la même direction. Et bah, chez OVH, en fait, moi, je me suis dit, c'est pas comme ça que j'ai envie d'organiser l'entreprise, c'est que j'ai envie que ça soit beaucoup plus agile encore. Et donc, ce qu'on a fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, tu vois, aux US, comment ils s'organisent? Ils disent pas, je vais organiser l'entreprise par État, par state. Ils disent pas, je vais développer une BU ou un PNL par différents États, un peu comme nous, on aurait tendance à faire en utilisant les pays en Europe. On ferait Pologne, on ferait la BU, le business unit en Pologne, business unit en Italie, etc. Chacun son PNL, le bilan en fait de chaque pays, les gens en dessous, etc. C'est hyper lourd. Et on parle juste de même quantité de personnes, 350 millions d'un côté, 350 millions de l'autre côté. Ils partent avec un avantage des malades. Ils n'ont pas toutes les structures à composer juste parce qu'on est différents pays, on parle de différentes langues, différentes currencies, en plus on n'a pas fait la guerre des mêmes côtés. Et donc derrière, en fait, pour organiser OVH, ce que je me suis dit, c'est que je vais m'inspirer en fait de l'organisation américaine et je vais considérer que tous les pays, c'est un seul pays. Voilà. Bon. Et donc en dessous, on embauche les personnes comme si c'était dans n'importe quel pays. On prend les talents là où ils sont et on essaie de le coupler en fait à l'ensemble de l'organisation, de sorte que on garde cette agilité, cet ADN initial d'un peu de start-up et qu'on puisse évoluer toujours aussi rapidement vis-à-vis de nos concurrents. Ça donne des avantages incroyables. Juste un mot et je vais passer à la suite, c'est par exemple, vous vous retrouvez avec un client qui veut aujourd'hui signer un contrat pour prendre un peu de cloud en Pologne, un peu en France, au Canada, et aux US et en Asie. Dans tous nos concurrents, le client il va parler avec 5 BU, d'accord, 5 business units. Alors je peux vous dire, c'est casse-tête incroyable parce que chaque business unit il a ses propres objectifs. C'est pas les guerres internes, mais presque. Nous, c'est la même business unit. En fait, c'est tout OVH et c'est une même business unit. Donc les gens sont dans le même bateau. Ils ont un seul client qui veut juste des ressources à des endroits différents. That's it. C'est hyper simple. Et donc, on est beaucoup plus agile sur la prise des décisions, sur les calculs des prix, sur l'accompagnement des clients, sur la création du support, sur plein de choses. Et bien, cette organisation-là, dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert, enfin, c'était il y a 3-4 semaines, je découvre que waouh, ça s'appelle l'entreprise libérée. Waouh, c'est cool. Maintenant, j'ai un nom. Maintenant, je peux vous expliquer, enfin, c'est en interne, de dire, en fait, je vous fais chier là depuis des mois à dire qu'il faudrait qu'on soit organisé pas comme ça, mais comme ça, etc. Et avec mes mots, c'est un peu compliqué de l'expliquer pour ce qu'on essaie de construire. Bah, là, en moi, j'ai un modèle. Donc, il y a un gars, la semaine prochaine, dans 2 semaines, Isaac, qui a bossé sur l'entreprise libérée, qui va venir pitcher, enfin pas pitcher, il va prendre 1 heure de temps pendant la semaine cool qui est chez OVH dans 1 semaine. Ouais, on fait des semaines cool parce qu'on bosse, à un moment il faut qu'on dise stop, on bosse plus. Enfin si on continue à bosser, mais bon, là on prend un peu plus de recul, donc on passe en semaine cool. Et pendant la semaine cool, on a des conférenciers qui viennent en interne et expliquer un peu des trucs. Donc il y a un conférencier sur l'entreprise libérée. Donc ça c'est cool, c'est ce genre de choses en fait. Quand il se dit, tiens, je suis en train de vouloir organiser cette entreprise-là d'une certaine manière, et je sais que c'est par là, c'est ces feelings-là qui me disent, on devrait tourner à droite, mais parfois les mots me manquent. Parfois, lorsqu'on cherche des profils, on se dit, comment ces profils-là, et ça s'appelle, on cherche un peu, et puis on dit, mais ça n'existe pas, quoi. Donc on a inventé par exemple un truc qui s'appelle Complexity Manager. D'accord ? Si vous cherchez un Complexity Manager sur l'Internet, bon courage, d'accord ? Parce que ça n'existe pas. N'empêche que c'est hyper précis chez OVH et c'est l'une des pierres angulaires en fait, du dispositif. D'ailleurs, on parlait un petit peu de l'organisation. OVH il s'est situé plutôt là et maintenant on essaie de faire un truc entre les deux. On n'a jamais été un truc comme ça. Voilà. Tiens, ça c'est intéressant. C'est la meilleure image en fait par rapport à que j'ai trouvé pour expliquer ce qu'il est une bonne idée. Une bonne idée en fait globalement on rentre dans une réunion, on a une problématique,
on ramasse 3-4 gars avec qui on peut réfléchir, et on rame, on rame, on rame. Et à un moment magique, il y a l'idée qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a eu cette idée-là? En fait, on a assemblé dans une seule idée 3 choses qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Et c'est ça que moi j'appelle de l'innovation. Et c'est ce type de moments que je cherche en interne, en mettant en bonne place les bonnes équipes ensemble pour qu'elles trouvent des bonnes idées. Alors vous allez dire, je ne comprends rien. Ça, ce sont 3 idées qu'on a rassemblées ensemble. D'accord? Et ben, c'est ça qui ça fait en fait derrière. 3 choses qui normalement sont indépendantes, mais lorsqu'on les assemble ensemble, bah, ça fait waouh. Alors notre modeste contribution, on avait fait un truc qui s'appelle Over the Box. On a fait juste une erreur, on a assemblé 4 idées. D'accord? On n'a pas assemblé 3, enfin 4. Et donc ce qu'on voulait, c'est proposer à des clients de dire, voilà, on va vous proposer un boîtier qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de bandes passantes que vous avez chez vous, en mettant plusieurs accès Internet. D'accord? Donc vous mettez plusieurs accès Internet, vous mettez ces boîtiers-là, ça va vous agréger l'ensemble des connexions. Vous allez avoir la somme de toutes les connexions ensemble. En plus, ça sera chiffré. Et en plus, derrière, vous allez faire tout ça avec un seul câble. Et c'est là qu'on a perdu en fait les gens en disant mais comment tu peux agréger plein de connexions avec un seul câble? Oui, mais techniquement en dessous on fait des configurations etc. Et là on a perdu tout le monde. Donc c'était un peu trop 4, d'accord? Donc c'est qu'on s'est dit, c'est qu'on va refaire le Over the Box V2. On va mettre un petit switch devant avec des câbles. Et là tout le monde va comprendre l'idée, donc ça va aller beaucoup plus vite. Il faut failer vite et c'est ramasser et aller encore plus en avant. J'avais parlé un peu de l'Espagne. Il y a plein de fails et je fail tout le temps. Et on a un process en fait de fail qui est fait en stage gate qu'on appelle 0, 1, 10, 100, 1000. Alors c'est hyper simple. 0, on a une idée. Alors on a une liste des 0, plein d'idées. 1, vous faites un prototype. 10, vous essayez de l'automatiser. 100, vous avez l'automatisé, ça continue à marcher, vous mettez ça derrière l'API et sur le lab.ovh.com ou runabove.com. Et on propose gratuitement à des clients 1000, 100, ça dépend des quantités, des services gratuitement. Et donc vous regardez juste si ça marche, si le client est content, si ça peut répondre des besoins. Si c'est parti en 1 heure, ça veut dire que c'est plutôt une bonne idée. Si ça part en 1 semaine, en kill. Et derrière, lorsque ça marche, derrière vous mettez un business model, etc. Et on passe en 1000 sur ovh.com. Et donc c'est un mode de fail, en fait, d'un mode d'évolution au niveau du labs d'OVH, sur lequel on passe énormément d'idées. Et ça nous permet de trier les bonnes des mauvaises idées. C'est lui qui décide, c'est pas moi, c'est pas un gars, c'est le client. Le client il dit c'est de la merde, c'est de la merde. On arrête là et puis on utilise quelque chose qui s'appelle du Lean Startup. Donc des concepts de Lean Startup, j'ai découvert ça il y a 3-4 ans. Je me suis dit tiens putain le gars qui a écrit ça il était chez OVH, c'est un espion, c'est pas possible. Eh ben non, c'est juste en fait ça existe en fait dans le Lean Startup, c'est en gros lorsque vous sortez un produit, vous adressez à votre marché, le marché il vous dit bah non, mais avec les mêmes produits vous pouvez adresser à un autre marché en évoluant un tout petit peu. Bah, au lieu de dire bah non, moi c'est ces marchés-là que je vise avec mon produit, bah, on dit hey, je vais pivoter et bah, je vais adresser avec le même produit un autre marché. Un logiciel pour les médecins ne marche pas, mais pour les pharmaciens ça marche. Et donc là, il ne faut pas avoir d'ego, il faut basculer sur les pharmaciens parce que c'est là qu'il y a le marché. Prendre des risques, beaucoup de risques, parfois même un peu trop. Les plus grands risques que j'ai pris, c'est quand je suis parti au Canada. Je suis parti vraiment fleur au fusil. On préparait ça depuis 2 ans et on est parti derrière 2011 parce qu'on a trouvé un super bâtiment. Alors, super bâtiment, attention. C'est ancienne aluminerie Rio Tinto qui est désinfectée. Donc, c'est un bâtiment qui était construit en 40 et quelques. D'accord ? C'est juste que nous, on a vu un truc que les autres, forcément, ils n'ont pas vu parce que c'est tout pourri, en fait. D'accord ? Et donc, on a acheté ces bâtiments-là et c'est là-bas qu'on a construit le plus grand data center du monde, entre guillemets. Si quand même 400 000, capacité des 400 000 serveurs physiques.
donc c'est quand même pas mal. On peut mettre un peu de matos. Et derrière, en fait, quand on a acheté tout ça, donc je suis arrivé, le bureau, on a embauché les premiers 20-30 personnes, quand on a commencé à mettre des infras. En fait, je me suis retrouvé à Montréal et j'ai négocié des fibres optiques pour pouvoir connecter ces data centers au reste de la backbone qui était plutôt côté Chicago et côté New York. Donc New York, c'est 800 bornes, Chicago, c'est 1600 bornes. Et il fallait un peu de fibre optique pour pouvoir le connecter. Et là, je me suis heurté à Canada, en fait. On n'aime pas les concurrents, on n'aime pas des nouvelles personnes, on n'aime pas quand ça brusque un peu. Et puis, on n'est pas intéressé de te vendre de la fibre optique. Merde. Et voilà, donc moi j'ai quand même 10-20 millions à claquer. Non, on n'est pas intéressé. Waouh. Et donc j'ai passé 9 mois à essayer de convaincre des gens qui ne voulaient pas me vendre un truc, à ce qu'ils me vendent un truc. Et donc j'ai passé 9 mois et en juin, j'ai signé tous les contrats et j'ai trouvé une astuce. Et c'est là que j'ai compris vraiment la notion du compromis à l'américaine. Le compromis, habituellement, ce qu'on dit, c'est du win-win. Non, ça, c'est pas un compromis, ça c'est génial. Mais ça ne s'appelle pas compromis. Le compromis, c'est lose-lose, win-win. D'accord ? Ça veut dire qu'en gros, c'est que j'ai développé comme concept, c'est que je t'achète un truc que tu as vraiment envie de me vendre, mais que moi, que j'en ai vraiment pas besoin, pour que toi, tu puisses me vendre un truc que j'en ai vraiment envie, mais toi, tu ne veux pas me vendre. Et quand on couple tout ça ensemble, ça coûte un peu cher, mais au moins, vous avez ce que vous voulez. D'accord ? Et il a fallu 9 mois pour arriver à ça et pour voir beaucoup de retour de l'ego sur soi-même pour dire non, j'ai pas besoin de ça, mais pourquoi j'ai claqué de l'argent dessus ? Ouais, mais c'est ça le compromis à l'américaine. Et donc ça a fait beaucoup de travail. J'ai des nuits, des semaines. J'ai pas pris des vacances pendant 9 mois. Le premier week-end, c'était au bout de 9 mois. Franchement, j'ai jamais autant bossé. C'était vraiment des risques, des malades. Aujourd'hui, je bosse beaucoup moins. Avant, je bossais 16 heures par jour. Là, c'est 70 heures maximum par semaine. D'ailleurs, travailler dur. C'est là où on peut créer des choses avec... je ne sais pas quelle heure il est. 38, ça va. C'est là qu'on peut créer des belles choses en fait, avec des équipes. En 2003, en fait, on était à Paris, on n'avait pas de data center encore. On louait des baies, et on avait déjà une belle croissance. Et on n'arrivait pas à scaler assez vite. On n'arrivait pas à trouver assez de place, l'encoder connecté, parce que les clients commandaient, c'était vraiment pénible. Et donc c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on construise notre data center pour qu'on puisse scaler nous-mêmes, pour qu'on puisse faire nous-mêmes, décider à quel moment on va investir, pour qu'on puisse mettre notre technologie, faire tout un tas de choses. Et donc ce qu'on a décidé, c'est d'acheter un bâtiment à Paris et puis construire un data center. Le bâtiment, on ne trouvait pas. Et puis à un moment, Xavier Niel, il m'avait dit, tiens, moi j'ai un vieux bâtiment, si tu veux l'acheter, ouais, je veux bien. Donc on est allé à la banque, et puis la banque il a dit, non, autant de millions, comment vous allez... Non, c'est pas possible. Donc c'est Xavier qui nous a fait le prêt, et puis on l'a remboursé 3 ans après. Mais grâce à ces data centers-là, en fait, on a pu vraiment mettre en place notre techno, nos water cooling, mais surtout... Au début de 2004, lorsqu'on a mis en production le data center, on a fait le déménagement des 4000 serveurs qui étaient repartis un peu partout à Paris. Et donc pendant 3 mois, avec les équipes, on déménageait tous ces serveurs-là la nuit. Alors ça crée des trucs incroyables. C'est, par exemple, comment ça se passait dans la journée. En fait, on allait au travail habituellement à 8h, 9h, peut-être un peu 10h. On bossait toute la journée jusqu'à 5-6 heures. À 5-6 heures, on prenait la voiture pour aller à Paris. Donc à Paris, arrivé 8h, 9h, on mangeait un japonais. Ensuite, on allait dans le data center vers 23h, commençait à débrancher des trucs préparés vers minuit. On le mettait dans les camions, 2-3 heures de mise en camion, et puis transport vers P19, P19 où ça se trouve. Derrière, changement du waterblock, changement de refroidissement, mise en V, démarrage. Et comme ça, jusqu'à 6h du matin. 6h du matin, c'est fini pour cette nuit.
On retourne à Roubaix, donc la voiture dans l'autre sens. On arrive au boulot vers 9 h et maintenant on répond aux clients jusqu'à 15 h. D'accord ? Donc c'est des bonnes journées, des 36 heures par jour. Alors on se dit, mais comment vous pouvez faire travailler les gens autant, c'est inhumain. En fait, on a tellement rigolé. On a tellement pris du plaisir à bosser ensemble. Ça a créé des liens, mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'est du ciment pour des années. Tous ces gens-là, je bosse encore avec eux. Il y a des liens qui se sont créés pour des décennies, c'est jusqu'à j'en sais rien. Hein. Et au point que parfois, ça c'est marrant, on se dit tiens, ça serait bien qu'on déménage dans un data center juste pour qu'on embarque tout le monde en fait dans le bateau, comme ça on va vraiment bien. Ouais, en fait, on se calme un peu. Ça, c'est la bonne image de 2016. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans 2016 ? Vous voyez les gars qui sourient en dessous ? D'accord ? Il est sous l'eau, mais il est souriant. Et bien ça, je vois ces sourires-là au quotidien sur VH. Ça, j'adore. Et je retrouvais ça à l'ICAM. Tous ces gens souriants, les étudiants, etc. Ça, c'est aussi chez OVH que je voulais avoir cette même ambiance, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 ? Pendant 17 ans, OVH a évolué sur le capital uniquement de la famille. Donc, on avait 100% de l'entreprise. On a fait de l'autofinancement, on a fait de la dette au niveau des banques pour pouvoir faire de l'investissement et continuer à investir. Et puis, on a fait le cycle jusqu'à 2014, le deuxième cycle, le troisième cycle 2009 à 2014. En 2014, on s'est dit non, il faudrait vraiment y aller aux US. Et pour ça, il faudrait quand même être un peu plus costaud. Et donc, on a passé 2015, on fait à structurer un peu l'entreprise pour faire de la levée de fonds en 2016. Et donc, en 2016, on a fait la levée de fonds. On a fait entrer 2 fonds d'investissement, KKR et Torrebrook, à la hauteur de 250 millions d'euros. Donc, c'est un petit pourcentage qu'ils ont pris. On a valorisé l'entreprise à plus d'1 milliard, donc c'est cool. C'est une belle reconnaissance. Mais derrière, c'est un processus qu'on pensait arracher en 6 mois. On a pris 14 mois pour pouvoir le faire. C'est pénible, c'est long, c'est horrible. Et pendant ce temps-là, c'est pas comme si vous avez rien à faire. D'accord, il y a un business à faire tourner. Hein. Et en plus, ils regardent si ça marche bien. Donc là, c'est tout au long de l'année, on a vraiment bossé comme des tarés pour faire les deux métiers, les deux choses en même temps. Mais on a fait comme ça. On a vraiment fait comme ça. Et donc, mais on a quand même été sous l'eau. Et donc là, ce que je me suis dit, c'est que il y en a marre d'être sous l'eau. Pourquoi on est sous l'eau ? Et on a vraiment analysé pourquoi on était sous l'eau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, en 2004, j'avais designé en fait le chiffre d'affaires de VH sur 10 ans. Pour dire, voilà, en 2005, on fera ça, en 2006, on fera ça, jusqu'à 2014. Et en fait, on a déroulé ça avec très peu d'erreurs. D'accord ? Il y a eu 5 millions de différences jusqu'à 10 ans. Et là, j'ai dit, waouh, putain, comment t'as fait ? Ok, du feeling. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'y a pas cru. On n'y a pas cru qu'on allait faire ça. D'accord ? Moi-même, en fait, j'y ai pas cru qu'on allait grandir aussi vite, aussi waouh. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'y est pas préparé. Et donc, tout ce qu'on a vécu pendant ces dizaines d'années entre 2004 et 2014, en fait, était subi. Parce qu'il fallait réagir par rapport à une croissance qu'il allait venir, qu'à chaque fois... Et en fait, on n'a pas pris totalement du plaisir à pouvoir dérouler ça. Et là, je me suis dit, stop, quoi. Maintenant, on va y croire. D'accord ? On y va. On a maintenant plus des fonds d'investissement à qui on a vendu comme une histoire. Donc, il est temps d'y croire, quoi. Parce que si on a vendu, c'est quand même... Ouais, là, il est le temps, quoi. Et donc, là, on se restructure, en fait, dès l'interne, à travers des expertises. Et donc, l'organisation d'OVH actuellement, on a travaillé 4 mois ensemble pour définir la nouvelle orga en fait, d'OVH, qui est basée sur 50 expertises et 250 sous-expertises. Et l'ensemble des projets, 500 projets d'OVH, on les accroche sur un 70 programmes, c'est-à-dire de groupes de projets ensemble, qui sont couplés ensemble à travers le même sens, le même pourquoi, le même objectif. Et la recherche du sens fait partie de quelque chose sur lequel je travaille énormément, parce que je ne veux plus prendre des décisions chez OVH. J'en suis capable, mais je ne skie pas. D'accord ? Je peux bosser 20 heures par jour, je peux bosser 24 heures par jour, mais je ne peux pas bosser 25 heures par jour. Et donc, ça ne skie pas. Et donc, derrière, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire de sorte que les gens
eux, soient capables de prendre des décisions. Pour qu'ils soient capables de prendre des décisions, il faut savoir bien sûr leur expliquer la stratégie, savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre et où est-ce qu'on veut aller, mais aussi les aider à chercher, dans toutes les décisions, à leur dire pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. De cette manière-là, lorsqu'ils ont des petites décisions à prendre, est-ce que c'est plutôt à gauche ou à droite, ils vont savoir que c'est à droite, parce qu'ils savent pourquoi ce projet-là a existé, dans quel programme il est fait, et donc quels sont les objectifs du programme. Et donc de cette manière-là, on essaie de descendre le sens, descendre le pourquoi de l'ensemble des actions qu'on établit chez OVH, et faire de sorte que chacun soit impliqué, engagé, et que derrière, lorsqu'ils prennent des décisions, ce n'est pas juste parce qu'on les a demandé de prendre les décisions, mais parce qu'en plus, ils sont experts dans les métiers dans lesquels ils doivent prendre des décisions. Et donc, on essaie d'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans le fonctionnement au quotidien. Et moi, mon objectif, c'est que les gens n'aient pas besoin de moi. Ce n'est pas que j'ai envie de partir de VH ou faire autre chose. C'est à ce moment-là que je vais appuyer sur le champignon vraiment, on va commencer à se marrer vraiment. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'on a à dérouler, on devrait être entouré de personnes suffisamment bonnes, suffisamment talentueux, suffisamment experts dans leur métier et suffisamment aware, au courant en fait de ce qu'on essaie de construire pour qu'ils soient capables de prendre des décisions, y compris stratégiques. Et donc c'est ça que je suis en train de faire dans l'intérêt de l'entreprise. On appelle ça l'entreprise libérée. Hier soir, j'ai vu ça s'appelait Holacracy. Embarquer en fait les gens ensemble. Et moi, ça me paraît hyper naturel. C'est comme ça que juste je veux fonctionner. Je ne vous raconte pas quand les gens ils viennent de l'extérieur des autres entreprises et ils essaient de comprendre ce qu'on essaie de faire. C'est hyper compliqué parce que ça ne fonctionne vraiment pas comme ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a, nous, face à nos concurrents? Qu'est-ce que OVH a face à nos concurrents? Déjà, qui sont nos concurrents? Amazon, Google, Microsoft, IBM et Alibaba. D'accord? Donc, moi, je suis hyper fier d'avoir des concurrents comme ça. Alors, enfin, autant d'avoir des concurrents, ce n'est pas des premiers de la rue, quoi. C'est des bons. Il y en a 4 Américains, un Chinois, et on est le seul Européen. Et donc ça, c'est aussi un avantage par rapport à ce qu'on essaie de construire. Et aujourd'hui, face à ces concurrents-là, qu'est-ce qui fait que moi, j'y crois? Parce qu'on peut dire, mais tu as perdu d'avance, quoi. Je veux dire, tu as Google, tu as Amazon, mais je veux dire, laisse tomber. Ah ben moi, j'ai justement mon organisation, mes gens, j'ai mes services. C'est tous ces trucs-là qui créent de la valeur, qui créent de l'agilité, créent que j'y crois. Je pense qu'on va y prendre notre part des marchés et je pense qu'on va aller au-delà du pourcent du marché. Et qu'on va être capable d'aller sur les 6 milliards, 7 milliards et 10 milliards. C'est pas grand-chose, mais au quotidien, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'on fait, lorsqu'on voit les talents qu'on embauche, et moi je prends un plaisir des malades en ce moment, j'interviewe jusqu'à N-2, et je vois les gens percuter, mais comme ça, et tu dis, waouh, ça va être dur pour moi plus tard, ils vont me faire ramer, c'est moi le vieux qui va devoir ramer derrière eux. Mais il faut s'entourer des meilleurs que soi-même. Aux US, 5 minutes? Non. 10? Wow, c'est large. Aux US, on dit que les players A embauchent des players A et les players B embauchent des players C. Et ben, il faut avoir des players A qui vont embaucher encore des meilleurs que soi-même. La passion, je pense que vous avez compris que je suis passionné. J'y arrive pas autrement. Je ne peux pas faire un job que je ne suis pas passionné. J'ai fait 5 semaines d'Alcatel après sortie d'ICAM. J'avais des cheveux longs, je coupais tout le truc. Et puis, au bout de 5 semaines, je me suis dit non, c'est OVH que je vais faire. Donc, mais j'ai encore du mal en fait, à expliquer ce que c'est la passion. Notamment, j'avais un copain, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis aussi passionné. Et je ne trouvais pas comment lui expliquer. Puis je lui ai dit, mais c'est quoi ta passion? Qu'est-ce que tu adores faire? Il me répond, j'adore faire la pêche. Ok, je ne juge pas, chacun a ses trucs. Ok, tu adores la pêche, c'est parfait. Bon, bah, je vais prendre cet exemple-là. Imagine que demain,
Tu vas aller dans toutes les mers du monde, à pêcher les gros poissons. Tu vas faire la compétition avec des meilleurs et en plus tu vas gagner. Est-ce que tu n'aimerais pas faire un job comme ça? Eh bien, moi, c'est ça que je fais. Ces jobs-là, je fais. Et c'est pourquoi j'adore ce que je fais. Mais globalement, c'est qu'on peut le résumer. C'est que globalement, c'est que vous aimez faire, c'est que vous êtes bon dedans, c'est que vous êtes payé pour ça. Et en plus, tout le monde en a besoin. Et bien ça, c'est ce que je vous souhaite demain à faire. Parce que finalement, la vie est vraiment trop courte pour pouvoir faire autre chose que sa passion. En tout cas, aujourd'hui, on vit une époque incroyable de transformation digitale, plein d'opportunités. Ça serait vraiment trop con de pouvoir se dire non, je vais faire un truc que j'aime pas le faire. Non, mais pas maintenant, les gars. Pas maintenant, les filles. C'est maintenant, il faut vraiment faire ce que vous en avez vraiment envie de faire. Et ça pose une autre question, c'est par quoi vous êtes vraiment passionné. Waouh, ça c'est dur. Eh bien oui, l'école, ça nous permet en fait de découvrir un certain nombre de choses, mais derrière les copains que moi que je lui ai expliqué les trucs, 2 ans après, il a démissionné de l'entreprise où il bossait. C'était un grand groupe. Il a fait sa boîte pendant 1 an, 2 ans. Bon, il a failé. Il est revenu dans un grand groupe, mais en tout cas, il a vécu une histoire. Et moi, je trouve que c'est formidable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en France, on a plutôt tendance à dire que ouais, t'as failé, c'est pas bien. Moi, je trouve que failer, c'est vraiment enrichissant. C'est comme ça qu'en fait, on a vraiment l'impression de vivre. Alors, où est-ce qu'il y a des limites? Les limites sont souvent dans la tête. Et je vais terminer là-dessus. Les limites sont vraiment dans la tête. C'est par rapport à toutes les rules, toutes les règles qu'on nous a incrustées dans la tête. Les religions, l'école, la société, toutes les lois, toutes les règles, tout ce qu'on a. Parce que derrière, en fait, vous dites « Ah, j'y arriverai pas, c'est pas comme ça, etc. » C'est là qu'il faut avoir un petit truc en tête pour dire « Je vais péter toutes les règles. » Il n'y a pas une règle où je ne veux pas, en fait, la franchir. Et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce qu'au final, c'est soi-même, l'homme lui-même, en fait, qui est le plus limitant par rapport à dans sa croyance, en fait, en soi-même, dans sa confiance en soi-même et dans sa capacité à aller au-delà, en fait, de ce qu'il pense savoir faire. Et là, les spirales dynamiques aident pas mal, en fait, de voir comment on évolue dans les différents strates des consciences collectives, conscience par rapport à soi-même, et donc de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe par rapport à le monde. Est-ce qu'on aime bien plutôt suivre des règles? Est-ce qu'on est plutôt dans un compromis? Est-ce qu'on est dans une guerre? Est-ce qu'on est dans une collaboration? Et ben ça pose en fait des bonnes questions, et donc ça pose aussi, ça permet d'évoluer. Et donc il faut utiliser ce type d'outils pour que derrière, on puisse aller au-delà de ce qu'on pensait avoir atteint comme limite. Et souvent, sky is limit. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions... Je vais prendre le relais. En fait, la conférence est diffusée en direct sur les campus. Et on a prévu un ordre assez rigoureux. On a pris du retard, mais un ordre assez précis pour les questions. On va commencer par prendre une question de Lille. Donc on n'aura pas l'image, mais on aura le son. Donc le temps que la connexion s'initie. Donc l'ordre en fait, on va d'abord commencer par Lille. On ira ensuite sur Nantes. On aura le temps de faire une question dans la salle. Ensuite, on ira en Bretagne, en Vendée, et ensuite on passera sur Toulouse et on reprendra des questions dans la salle si Octave a encore le temps. Et après, on pourra tous continuer les échanges de manière un peu plus informelle à l'étage autour d'un verre parce qu'il fait un peu chaud ici. Voilà, donc je vais devoir juste partir dans 10 minutes. Bon, on va faire très vite avec les questions alors. Je suis désolé, j'aurais bien aimé rester avec vous. L'histoire était très intéressante, donc on n'a pas osé couper. On va commencer par les questions de Lille. Est-ce que Lille, vous nous entendez? On vous écoute pour la question, Lille. Ouais, moyen. Moyen, mais ça. Alors, si ça passe pas la question dans Lille, est-ce qu'en régie ça passe ou pas? C'est bon. Lille, on attend votre question. Alors, en attendant, on va prendre une question dans la salle. Est-ce qu'il y a une question dans la salle devant parmi les étudiants qui sont là? On va commencer par les questions de Lille. Est-ce que Lille, vous nous entendez? Je vois une question. Oui. Non, on l'entend. Allô? Oui, oui.
On vous entend. On entend là? Décalage, ouais. Ah bonjour. Oui, bonsoir, bonsoir Octave. Ma question c'était juste quelle était l'idée de départ avant de devenir OVH? En fait, c'était assez simple, c'est que j'ai découvert en fait le client serveur en 2000, c'était en 98. J'ai commencé à développer en fait sur les serveurs en LICAM 2 et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc pendant mon stage d'ingé, quand j'étais à Doncaster, j'ai codé toutes les nuits. Et donc j'ai gagné un peu d'argent pendant mon stage technicien en ICAM 2. J'ai tout dépensé dans les connexions internet en ICAM 3 à faire juste OVH.net en fait à l'époque. Donc c'était des services gratuits. J'ai proposé des petits guest compteurs, des pages, des forums, des petits machins comme ça que je codais. Et j'avais vraiment envie de partager en fait cette passion-là avec des gens. Au point qu'à un moment, le site est devenu tellement lourd, tellement de requêtes, tellement de choses que en fait, l'hébergeur il voulait me virer. Et donc derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoute, donne-moi une semaine, je descends et j'arrive chez toi. Donc lui était en Pennsylvanie, moi j'étais à Doncaster, donc je suis descendu en caisse par l'île, prendre un ordinateur sur le bras, prendre un avion, je suis allé de l'autre côté, en Pennsylvanie, pour héberger le serveur qu'il allait héberger au VH.net. Et donc le déposer dans son data center. Et quand je suis arrivé dans son data center, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y était une cabane au bois au fin fond d'une pelouse. D'accord. Et donc quand je suis entré dans la cabane de bois, j'ai vu son ordinateur sur lequel j'étais hébergé. Et là, j'ai dit, putain, c'est quoi ce truc-là? C'est pas si compliqué que ça. Peut-être je pourrais faire ce métier-là. Pour le connecter, c'était des BNC, donc il fallait couper la connexion pour mettre un T, enfin des trucs, des sketchs quoi. Aujourd'hui, c'est juste inacceptable. On était hébergé sur un hub et pas un switch. Bref, ça m'a permis de voir l'hébergeur de l'autre côté. C'est la première fois que j'ai installé Linux sur une bécane. Je me suis fait hacker quelques mois après. Mais derrière, en fait, cette expérience-là, tout au long de l'ICAM 3, le site il a évolué. Et donc quand j'ai fini en fait l'ICAM, la question va vraiment se poser, est-ce que je transforme tous ces trucs-là en une entreprise ou est-ce que je fais un peu le métier standard? Donc j'ai testé un peu Alcatel. J'ai dit non, ça je peux pas. Et donc je suis revenu, c'était à Rennes, je suis revenu à Lille et j'ai créé la boîte. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les hébergements des sites internet. Alors comment ça a commencé? C'est très simple, c'est que je voulais proposer aux clients l'hébergement que j'aurais bien aimé qu'on me propose pour justement faire ce que j'ai fait. Et donc, j'ai pris toujours comme exemple moi-même par rapport à mes propres besoins et faire des services que moi, j'aimerais bien avoir sur le marché. Et ça s'appelle du Eat Your Own Dog Food. Ça, c'est un terme l'anglais. Et derrière, en fait, on utilise ça constamment pour le développement de l'ensemble des services. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau service qu'on est en train de développer, il a besoin d'un peu d'être éprouvé, de tester, d'avoir des clients en masse. On oblige une activité de l'utiliser, ces services-là, pour qu'il soit le bon client qui va faire bien chier, à ce qu'il éprouve le service et qu'il aide l'équipe à faire des services qui marchent pour l'ensemble des clients. Et donc, du coup, derrière, ils ont tout de suite beaucoup d'activités, tout de suite des problématiques d'escape, tout de suite des problématiques de tout un tas de sécurité, de stockage, des backups, de tout ça. Et donc, de cette manière-là, on éprouve très rapidement des nouveaux services. Et quand on les met en production vis-à-vis des clients, on sait déjà qu'ils ont supporté notre croissance, notre service. Et donc, normalement, il y a très peu de clients externes qui peuvent casser le service lui-même. D'accord? Et donc ça permet en fait d'avoir cette phase-là en fait de Eat Your Own Dog Food. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé et c'est comme ça qu'on continue d'évoluer au quotidien. Il y a une question dans la salle. Ouais, je vois. Là, le micro. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'à la direction de OVH, là où vous êtes, il est encore nécessaire d'avoir un haut niveau technique, comme vous semblez l'avoir aussi? Et si c'est le cas, comment vous arrivez à concilier la technicité, la stratégie et la direction? C'est une bonne question par rapport à notre métier, qui lui reste hyper technique.
J'ai eu la chance en fait de l'accompagner à OVH en tant que CEO et CTO tout au long de son parcours pendant 16 ans, à peu près 16 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2013, en fait, en 2011, on a construit. Avant 2011, on avait data center juste à Roubaix. En 2011, on avait construit le deuxième data center qui était à Strasbourg, enfin une autre série de data centers à côté de Strasbourg. En 2012, je suis parti au Canada, donc là-bas, un autre groupe de data centers. Et en 2013, on a fait Gravelines. Donc on a fait en 3 ans 3 nouveaux endroits des data centers. Pour une petite entreprise comme on était à l'époque, c'était, on investissait comme des bourrins. Et donc en 3 ans, en fait, l'entreprise a changé. Moi, en plus, pendant 1 an, je n'ai pas été là. Je suis revenu, j'avais un cancer, donc j'avais des chimios, etc. Donc j'ai dû revenir derrière au boulot entre les 2 chimios, donc c'était un peu compliqué. Bon, j'ai eu de la chance, je suis vivant, donc tout va bien, j'ai pas de problème de santé aujourd'hui, tout va bien. Mais c'était ces 2011, 2012, 2013, c'était vraiment speed et en même temps restructurant par rapport au VH. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on allait tellement vite, c'est que fin 2013, on avait fait un truc qu'on a appelé sold out. C'est-à-dire qu'il nous a manqué de l'argent pour investir jusqu'à la fin de l'année. D'accord? On a tellement allé hyper vite qu'on a mal calculé l'ensemble des croissances et on prenait un peu les décisions en 2013 comme on les prenait en 2011, et alors que l'entreprise a complètement changé de taille. Et donc, pendant les 4 derniers mois, en fait, le business model à travers ces nouveaux data centers a changé, on ne s'est pas aperçu. Et du coup, on a cramé plus vite l'argent qu'on avait par rapport à l'année. Et donc, on a dû stopper les ventes pendant 4 mois. Donc, ce qui est bien dans notre métier, c'est que globalement, quand vous stoppez les ventes, là, les bidas, ils s'envolent, donc vous faites des résultats de malade. D'accord? N'empêche que c'était hyper frustrant et très traumatisant comme expérience. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, je crois que j'ai atteint mes limites. Je pense que je ne saurais pas être un bon CEO qui va amener le groupe à 2000 à 10 000 personnes. Et donc, j'ai commencé à chercher quelqu'un d'autre pour la place. Donc, j'ai cédé ma place 1 an après à Laurent qui est arrivé, qui l'a passé à travers les fonds d'investissement, qui allait vers l'argent, etc. Donc, on avait quand même beaucoup structuré l'entreprise avec Laurent. Et derrière, là, j'ai repris les rênes au niveau des CEO. Parce qu'on s'est retrouvé, on a fait un check-up en interne, on s'est dit tiens, Laurent il est mieux par rapport à la stratégie et moi je pense que je suis mieux au niveau des opérations, parce que tout simplement avec la structuration du groupe, je me suis retrouvé chairman, donc président du comité de conseil d'administration. Et j'ai pas l'âge pour faire ça. Enfin, je veux dire, j'ai envie des opérations, j'ai envie de faire des trucs. Et donc, faire la stratégie, donc du coup, à un moment, je suis passé en chairman exécutif, juste pour avoir, hey, je voudrais bien quand même faire des trucs. Et à un moment, j'ai dit, non, putain, il faut que je fasse des trucs. Et donc, derrière, ce que je me suis dit, c'est qu'on a réalisé, c'est qu'en novembre, décembre, janvier, février, j'ai travaillé avec différentes équipes, toutes les équipes, pour restructurer l'entreprise, pour être capable de scaler et d'aller sur 10 000 personnes. Et je me suis aperçu, mais trop tardivement, que je structurais l'entreprise pour le seul gars qui peut la driver, c'est moi-même. D'accord? En gros, en fait, je voudrais que ça soit comme ça, etc. Et je vais placer quelqu'un. Non, t'as oublié quoi. Tu vas prendre les rênes, donc tu vas plus de CTO. Et là, je vais payer de CTO. Okay. Donc là, maintenant, est-ce qu'on peut continuer à faire... est-ce que finalement, ces jobs-là, est-ce que ça m'aide le fait que je sois tech? Oui, beaucoup. Parce que notre métier, il est hyper tech. Parce que la base d'OVH reste tech, même si on construit les autres équipes. Il y a 2 ans, on avait 0 sales. On n'avait pas de vendeurs chez OVH. Donc, on a construit l'équipe de sales il y a 2 ans. C'est bizarre, hein, quand on arrive à autant de chiffre d'affaires, on n'a pas à avoir un seul vendeur. Oui, ça c'est la magie de l'Internet, en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est la manière d'emborder des clients, etc. Là, on est en train de construire, accrochez-vous, l'équipe de digital marketing. Waouh, putain, on va avoir l'équipe de digital marketing chez OVH. Non, mais oui, on rigole pas, ouais, c'est vrai. D'accord, on n'en avait pas avant. D'accord, et donc tout un tas de métiers qu'on est en train de construire actuellement pour se professionnaliser un peu dans notre métier. D'accord, donc tout ce qu'on avait fait
En fait, je me pose la question comment on l'avait fait. Parce que maintenant qu'on a des fonds d'investissement et on voit l'aide qu'ils nous apportent, là on se dit mais comment on a fait jusque-là pour prendre autant de bonnes décisions? On a dû vraiment beaucoup failer en fait. Pour derrière rebalancer en fait, et reprendre ça et au final donner des bons résultats. Voilà, donc oui, ça m'aide beaucoup, j'adore la tech, enfin, c'est ma passion, notamment le réseau, notamment les DDoS, les protections, etc. J'adore, dès que je peux, dès qu'il y a des bons DDoS, j'essaie de m'intéresser un peu à la chose. Voilà. Mais derrière, les enjeux ils sont beaucoup plus importants, et donc moi, ce que je vois en tant que ma passion, c'est que je n'ai fait plus, mais j'ai fait faire à travers des gens. Et donc moi, je peux faire une chose. Je peux avoir une idée, je code un truc et je prod, donc c'est une chose. Là, maintenant, je suis capable d'en faire 2000 parce que j'ai 2000 personnes. Et ça, c'est beaucoup plus excitant que faire juste de la tech. Et c'est là où je trouve un peu, beaucoup même de passion, en fait, de quelque chose de jouissif à driver l'ensemble de la boîte. Voilà. Octave, vraiment un très grand merci. On va te libérer pour que tu ne rates pas ton train. Un très très grand merci, une grande leçon, enfin je trouve comme ça, je te fais mon retour en direct, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter, je trouve une grande leçon de simplicité pour ce à quoi tu es arrivé avec toutes tes équipes, une grande leçon aussi d'humanité pour nous, et puis je retiens pour nous, puisqu'on prépare, François l'a dit, des évolutions pédagogiques, d'autres façons de faire, on en parlait tout à l'heure tous les deux, il m'a posé la question comment on prépare nos ingénieurs à l'ère du numérique et à l'agilité. Je retiens, parce que c'est un sujet qu'on a déjà travaillé un peu, mais ça a renforcé ma conviction, qu'il faut qu'on se pose la question de comment on autorise l'erreur dans nos formations pendant 5 ans, et comment, à partir des erreurs, on permet de créer, de positiver l'erreur. Positiver l'erreur. Ce que tu as repris très souvent pendant toute ton intervention. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour l'ICAM. Applaudissez Octave. Merci beaucoup. Merci.